Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dernier jour du mois d'avril 2025. Eh bien, oui, l'année a pris son envol et puis bon, c'est sûr que demain, on sera le 1er mai. Avant d'être au 1er mai, nous sommes le 30 avril 2025 et nous allons célébrer donc la fête matinale sur la chaîne du service public. Et aujourd'hui, nous parlerons du social. Nous parlerons de comment est-ce que des particuliers, de la diaspora peut tendre la main au gouvernement pour soutenir dans une certaine mesure la politique des filets sociaux dans notre pays. Parce que, qu'on le veuille ou pas, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. On parlera également des dérives sur les réseaux sociaux qui s'érigent en juges, en magistrats, qui vous condamnent ou qui vous blanchissent selon les humeurs de ceux qui les animent. Comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver et mettre un tout petit peu de bémol à défaut donc de couper la racine du mal? On parlera également de cette tradition dans nos us et coutumes où on parle de purification dans le couple lorsque l'un des partenaires arrive à tromper l'autre. On parlera d'adultère. Alors, la purification a-t-elle sa raison d'être? Comment est-ce que cela se passe? Est-ce que cela a des effets positifs ou négatifs? On va en parler avec nos invités. Mais avant tout ceci, mesdames et messieurs, on parlera également de la santé au travail. Est-ce que vous savez que notre environnement professionnel compte beaucoup pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale? Eh bien, c'est un sujet que nous allons aborder avec une spécialiste qui sera sur ce plateau. Mais celle qui est déjà sur le plateau, c'est bel et bien celle avec qui on célèbre le premier acte de cette messe matinale. Génial. Afouda Mossi-Aboka, bonjour. Bonjour Alain. Comment allez-vous? Très bien, vous-même? Ça va. Vous êtes superbement bien habillé ce matin. Merci, c'est gentil, vous n'êtes pas mal non plus. Ah ouais, on fait relax parce que la semaine commence pas à aller vers la fin. On annonce les couleurs du mois de mai. Voilà, du mois de mai. Voilà. Allez, avec vous, on va avoir les informations d'ici d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, Génial Afouda Mossi-Aboka va donc nous livrer les informations. Ravi de vous retrouver pour ce bulletin. Bienvenue à toutes et à tous. On parle Hajj 2025 pour démarrer ce bulletin. Dans moins d'un mois, les premiers pèlerins prendront départ du Bénin. Le dernier virage est amorcé et les préparatifs vont bon train pour le premier vol prévu pour le 20 mai prochain. En attendant, à travers un communiqué, l'AGLO, entendez, Agence pour la gestion de la logistique des officiels, informe que le quota officiel de 2300 pèlerins pour le Bénin au Hajj 2025 est atteint. On suit la directrice générale de l'AGLO sur les détails de l'organisation au micro de Bernol Djogbe et Ariane Da Silva. Le Bénin a le souci de la qualité du service qu'il a à offrir aux pèlerins béninois. Il a déjà pris les dispositions pour affréter un avion spécial Hajj. Et cette année, nous travaillons avec la compagnie Rwandair et le premier vol partira le 20 mai. L'État a également pris les dispositions en envoyant une équipe en Arabie Saoudite pour signer des contrats avec les prestataires saoudiens pour les logements, les hôtels. Nous avons cette année 4 hôtels. L'État également a pris les dispositions pour qu'il y ait un contrat signé avec le restaurateur saoudien. Toujours dans l'esprit d'améliorer la qualité, il y aura une équipe qui partira du Bénin avec des cuisiniers béninois pour faire en sorte que les Béninois aient quand même des plats au goût béninois. Les sociétés agréées qui en réalité sont les acteurs essentiels du Hajj doivent, à travers une plateforme que l'on a mise en place, inscrire les pèlerins sur la base de leur passeport et cette inscription leur permet de générer une facture. Cette facture leur permet d'aller ensuite dans une banque dédiée et de payer les frais de participation du Hajj. Après, le pèlerin a l'obligation de se soumettre à une visite médicale. Il a également l'obligation de faire tous les vaccins requis. Donc aujourd'hui, toutes ces dispositions sont prises. Nous sommes à l'étape d'édition des visas actuellement. Donc aujourd'hui, le quota est atteint. Si le quota est atteint, nous n'avons même pas la possibilité d'inscrire une demi-personne, j'ai envie de dire, parce que la plateforme saoudienne est faite paramétrée de sorte que le Bénin est reconnu pour 2300 pèlerins. Et c'est ce qui a fait que nous avions jugé utile de faire ce communiqué pour que les pèlerins soient quand même informés et sachent qu'ils n'ont pas à se faire berner par des sociétés agréées qui leur promettent peut-être encore de leur trouver de la place. Donc ce n'est pas possible. Et si jamais
certains pèlerins s'étaient déjà inscrits, avaient payé et n'ont pas pu. Un autre communiqué suivra dans les heures qui viennent pour leur demander de se faire rembourser immédiatement avec une échéance donnée. Et tous les pèlerins qui ne se feront pas rembourser pourront toujours saisir Aglo et pour qu'on puisse faire le nécessaire auprès de la société agréée pour qu'ils rentrent dans leurs fonds. On en vient à cet événement aux empreintes d'hommage. Tout est parti de Cotonou en 1996 et pour la 6e édition de ces Awards, la Bourse régionale des valeurs mobilières prend ses quartiers dans sa ville fondatrice. La célébration a démarré hier avec des travaux sur la cession des parts de l'État dans les entreprises publiques comme instrument de promotion de l'actionnariat populaire. Les précisions dans ce reportage. Ces coups de cloche retentissent à Cotonou depuis 2024. Un tournant historique est abordé. Ces derniers mois, le Bénin compte 2 entreprises publiques cotées en bourse avec un choix pour l'actionnariat populaire. Parfois, c'est mal compris. La question de la privatisation, on a l'impression que c'est une vente des actifs nationaux. Les grands pays comme les États-Unis, comme la Chine, à travers leur marché financier, ont démontré depuis plusieurs années le fait que les populations, les ménages détiennent des actions des entreprises qui font l'économie américaine ou qui font l'économie chinoise a été bénéfique pour ces pays-là. Et c'est ça que nous voulons au sein de l'UEMOA. Ici, à la 6e édition des BRVM Awards, les financiers et divers acteurs de l'écosystème boursier de la sous-région sont réunis pour des réflexions autour du thème « Cession des parts de l'État dans les entreprises publiques, instrument de promotion de l'actionnariat populaire et de financement de l'économie nationale ». Nous travaillons avec certaines SGI, nous travaillons avec l'État. Dans certains pays, nous payons les bourses. Omar Cissé présente ici les solutions de sa fintech panafricaine pour contribuer à faire de la bourse un véritable levier de développement. On le voit dans les différents pays, cet actionnariat public est en train de vraiment prendre de l'ampleur. Et de plus en plus, les populations ont confiance en ces différents outils. Nous pensons que le pas qu'il faudrait encore franchir, c'est la facilitation de l'expérience client, faire en sorte que l'accès à ces outils-là soit le plus simple possible. Et je pense que le digital est là aujourd'hui pour faciliter cela. L'enjeu est de taille, la danse. Si vous venez à Cotonou, vous faites cette cérémonie, moi je voudrais qu'à la fin qu'il y ait quelque chose que vous laissez sur la table. Alors, je vais vous faire 2 propositions. Première réflexion, pourquoi ne pas créer un club des CFO des entreprises publiques? Deuxième idée, c'est pourquoi ne pas travailler sur un livre blanc que vous donnerez à tous les ministres en charge des portefeuilles publics, au gouvernement, sur votre vision des éléments sur lesquels chaque gouvernement doit travailler pour que nos entreprises publiques soient en situation d'aller à la côte. Les travaux sont prévus pour durer 2 jours. Ils vont s'achever sur la distinction de ceux qui façonnent de manière durable le marché financier ouest-africain. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. L'événement a réuni dans un espace hôtelier de Cotonou une belle brochette d'inventeurs et de chercheurs. Les avantages d'une invention protégée et la politique de développement industriel, voilà les 2 thématiques qui ont focalisé les attentions lors des panels organisés à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce. À l'appel de la structure nationale de liaison de l'OAPI, les inventeurs béninois n'ont pas tardé. Quand j'ai lu l'invitation, je suis vraiment heureux parce qu'on a dit qu'il faut identifier, il faut célébrer les talents nationaux. Et que si nous sommes à cette journée, c'est tout juste nous dit à nous, les inventeurs, que nos gouvernements sont derrière nous. Ils sont nombreux à rallier cet espace hôtelier pour des instants de causerie initiés dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Vendredi. Les discussions nées au détour de cette rencontre ont laissé dévoiler des visages de créateurs, certains bien connus du grand public et d'autres beaucoup moins, mais tous obsédés par la même passion, celle de l'invention. Pour qu'un pays se développe, il faut des inventeurs. À l'heure où les créations se développent à un rythme effréné, les avantages d'une invention protégée ne sont plus à démontrer. Quand on a fait quelque chose de nouveau, et surtout c'est possible de l'utiliser en entreprise, c'est-à-dire ces applications industrielles, il faut d'abord penser protéger. Le brevet,
c'est la clé du développement d'un inventeur. Ça t'ouvre toutes les portes. Des produits nés du génie des inventeurs béninois ont déjà conquis bien des marchés. Mais il faut bien plus pour hisser sur le toit continental, voire mondial, le label Made in Bénin. Nous avons des raisons d'espérer parce que le Nigeria est vu souvent comme problème. Mais le Nigeria, pour moi, le Nigeria, c'est une grande opportunité parce que 36 États, 200 millions de personnes, de consommateurs à côté de nous. Les gouvernants vont voyager vers des pays. Qu'est-ce que nous savons faire au Bénin? C'est ça, on va aller montrer de l'autre côté là-bas. Et c'est là, de là, on va les connaître et on va les financer. La journée mondiale de la propriété intellectuelle est là pour rappeler à quel point l'innovation et la créativité sont essentielles pour booster le potentiel économique. L'initiative de la structure nationale de liaison de l'OAPI vise ainsi à faire connaître le génie béninois dans tous ses États. L'Organisation internationale pour les migrations, avec l'appui du gouvernement américain, a doté la police républicaine d'équipements d'une valeur de 182 millions de francs CFA. Ce geste marque une étape importante dans la mise en œuvre de 2 programmes essentiels pour la promotion d'une gouvernance intégrée des frontières. Renaud Akapo, Alexis Segbemon et Karamat Agbata. C'est un important lot de matériel qui est remis à la police républicaine, d'un coût estimé à environ 182 millions de francs CFA. Nous avons l'honneur de procéder à la remise d'un 2e lot d'équipements composé de matériel informatique, de radios VHF, de jumelles, de boussoles, d'équipements Midas, pour ne citer que cela. Face aux nouvelles menaces sécuritaires, cet appui de l'Organisation internationale pour les migrations vient à point nommé. Vu l'avancée de l'insécurité, nous devons en tant que partenaire de supporter l'État béninois et le Bénin en général pour préserver ce rôle de pivot que le Bénin a dans cette région pour pouvoir assurer la stabilité dans les pays côtiers. Cette cérémonie a mis une fois encore en lumière l'engagement indéfectible des États-Unis d'Amérique dans le soutien aux initiatives sécuritaires au Bénin. Cet événement symbolise notre engagement fort et commun à améliorer la sécurité et à faire progresser les droits humains au Bénin. L'enjeu est de taille. Ce que nous sommes en train de vivre demande qu'on change de paradigme. Ces matériels doivent nous permettre d'améliorer nos capacités d'intervention sur le terrain. Cette activité s'inscrit dans le cadre des projets de renforcement de la gouvernance frontalière et de soutien à l'Académie nationale de police financée par le gouvernement américain et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Bénin. Direction Dakar au Sénégal, où se tient la table ronde des partenaires techniques et financiers de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA. L'association a pour but de favoriser l'approfondissement de l'état de droit et l'intégration régionale par le développement des relations entre les institutions qui ont dans leurs attributions compétence d'exercer la médiation institutionnelle. Cette rencontre constitue une opportunité de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2029 de l'instance régionale. Les précisions, ce sera avec le président de l'association médiateur de la République du Bénin. Il est au micro de Rodrigue Ola, Babagbeto et Patrick Nimambo. L'élaboration de ce plan stratégique 2025-2029 de l'MPUEMOA répond au besoin de mieux structurer et de coordonner les actions des médiateurs de notre espace face aux défis actuels, comme les crises sociopolitiques, l'intégration régionale, l'insécurité grandissante, sans occulter les changements climatiques recommandés en 2024 par les Nations Unies. Ce plan sert de référentiel commun pour renforcer la gouvernance administrative et démocratique, défendre les droits des citoyens, rendre plus réelles les actions de l'intégration régionale pour les citoyens, promouvoir des valeurs de paix et de justice. Nous attendons des partenaires techniques et financiers qu'ils allouent des ressources pour le financement du plan stratégique en fonction des avantages comparatifs avec la MPUEMOA. L'organisation de cette table ronde nous permet
de formuler des suggestions pour améliorer et affiner le document de la stratégie de développement soumis à leur appréciation. En retour, il est évident que la MPUEMOA, que j'ai l'honneur de présider, nourrit l'ambition d'être une structure plus vivante pour impacter les populations. L'Association des parents d'enfants autistes du Bénin sensibilise pour mettre fin à la stigmatisation. Elle a appelé à une inclusion sociale pour l'épanouissement des enfants atteints d'autisme. Reportage. La couleur verte. Troubles de communication, problèmes d'interaction sociale ou encore un centre d'intérêt restreint. Voilà quelques traits qui caractérisent l'enfant autiste. Il y a bien entendu d'autres troubles associés, comme ce qu'on appelle les troubles du sommeil. Il y a ce qu'on appelle les troubles de conduite alimentaire, en ce sens qu'ils trient. Les enfants TSA, ils ne mangent pas de tout. Il y a l'hypersensibilité au changement. Et quand on parle de sensibilité au changement, ça peut être des trucs anodins, comme acheter de nouveaux canapés ou changer de la télé. Et dernièrement, les troubles sensoriels. Les troubles sensoriels, c'est tous les sens. Certains peuvent avoir d'hypersensibilité au bruit. Loin d'être une maladie, l'autisme est un handicap souvent mal compris. Conséquence, l'enfant autiste se heurte aux préjugés, notamment la stigmatisation. La principale difficulté, c'est comment il doit s'intégrer dans la société, à l'école, comment s'amuser avec ses amis. Il joue carrément dans son coin, il n'arrive pas à s'intégrer, il n'arrive pas à se faire accepter par ses amis. L'autisme est encore interprété à travers des prismes de stigmatisation et de croyances erronées. Et cela peut quand même freiner aussi l'accompagnement de certains enfants autistes. Un tableau que veut changer l'Association des parents d'enfants autistes du Bénin. Il est temps de voir au-delà des symptômes, de découvrir les potentiels, les talents et la richesse que ces enfants peuvent apporter à notre monde. Aujourd'hui encore, trop de familles vivent dans le silence, dans la honte, parfois ou l'isolement. Trop d'enfants sont laissés de côté parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. L'Association des parents d'enfants autistes du Bénin est créée depuis 2020. Elle regroupe des familles engagées pour défendre les droits des enfants autistes au Bénin et faciliter leur épanouissement. On s'intéresse à présent à l'atelier bilan sur les 40 années de célébration de la Journée nationale de l'arbre et des campagnes nationales de reboisement dans le Koufou. La rencontre d'échanges techniques a réuni les agents des eaux, forêts et chasses et ceux du ministère en charge du cadre de vie. On regarde ensemble. Pendant ces 40 ans, des étendues de terre ont été reboisées. Est-ce que nous sommes arrivés à entretenir ces plans-là? Mais comment faire pour que le couvert végétal puisse être maintenu? Pour que, au jour du bilan, on puisse avoir les 100% de plants mis en terre. Le débat est à ce niveau. Et aujourd'hui, nous avons réfléchi et les discussions nous ont permis de faire des recommandations qui seront remontées à qui de droit. Et nous nous mettrons encore ensemble pour mettre en œuvre ces recommandations-là. Vous savez que le gouvernement, notre président, Patrice Talon, a fait des efforts, a donné du sens à notre manière de mettre les plans en terre. Vous savez, certains adultes ont commencé à un moment donné de leur vie. Mais les enfants qui commencent aujourd'hui feront mieux que nous. Voilà pourquoi cette idée d'enfant ambassadeur de nos plantations est une idée intéressante. Direction Savet pour découvrir ce tubercule pas comme les autres et très prisé une fois bouilli et accompagné de noix de coco. Zoom sur le Aganté, un amuse-bouche authentique de Savet avec Ronald Robinson et Michael Noati. Difficile de résister à cet appel gastronomique proposé à hauteur de Dio.
100 francs. J'aime ça, j'aime ça. J'aime trop ça même parce que compte tenu de son goût là, j'aime trop ça. D'autres consommateurs estiment cet amuse-bouche pour une autre raison. On en a plus de dire que quand vous prenez ça, vous êtes bon sexuellement. Donc, je n'ai pas vérifié, mais chaque fois que je prends par ici, je l'achète et je consomme. Très très intéressant. Et ce n'est même pas cher. C'est très bon pour la santé, surtout les hommes. Bon, j'ai quand même plus ou moins senti quelque chose, mais pas forcément comme les gens le racontent. Est-ce que Agonté a la vertu? Dans ce sens, on attend de voir des études qui vont approuver cela avant qu'on ne puisse attester véritablement. Cette racine, sortie du fruit du rognier, se prépare tel un tubercule, comme le dévoile ici la mère d'une des vendeuses d'Agonté. Elle est assistée par ses filles dans la préparation de ce mets. Après cuisson, l'aliment est apprêté pour être accompagné de noix de coco. Une fois mis en sachet, il est bon pour être écoulé. C'est une racine comme le manioc. En premier, c'est riche en glucides, mais le Agonté est riche aussi en potassium, en fer et un peu de calcium. Et ce sur quoi nous insistons le plus, c'est sa richesse en fibres. Ça peut faciliter la digestion. L'apporter, comme on apporte peut-être de pommes de terre dans une salade, je pense que ce serait une innovation qui permet d'équilibrer ce repas. Un repas qui comble le vide en attendant que le repas de 12 heures ou bien le repas du soir n'arrive. Tu coupes ton Agonté, tu prends ton coco dessus, et puis ensemble, ça donne un très bon goût qui permet quand même qu'on arrive à déguster confortablement du Agonté. Et je pense que tout le monde, désormais, ne va plus traverser sa veille sans demander son Agonté pour se faire plaisir. Un plaisir à se faire au détour d'un arrêt au péage de Dio. Puis, entre Parakou et Savet, la deuxième étape du Tour cycliste international du Bénin tient toutes ses promesses. Attaque, chute, sprint massif. Retour ici sur une étape palpitante de 156 km. Ce sera avec Edmond Hongbo, François Insou et Blaise Adanko. Au départ de Parakou, 82 coureurs se préparent pour la deuxième étape du Tour du Bénin. Le Sud-Africain Reinhard Jans van Rensburg aborde fièrement le maillot jaune, pendant que les Marocains affichent leurs ambitions de victoire. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, la stratégie, ça va changer un peu. Parce que chaque tour, la première étape, ça joue spécialement. Mais les autres étapes, on va gérer les étapes comme ça, on va finir mieux. Espérons qu'on va gagner. Sous les regards curieux des populations de Parakou, le départ est donné. Très vite, le rythme s'intensifie. Les premières tentatives d'échapper menées notamment par le Burkina Faso et le Nigeria sont neutralisées. Après 25 km de course, le peloton se scinde en deux. Atekparou, Morin, Erwan, de la Team Bonheur de France, règle le premier sprint intermédiaire devant Diamontene, Tiemoko du Mali et Bonfoar, Edouard de 7-Eleven des Philippines. L'étape s'emballe. Une échappée de 15 coureurs se dessine avec un avantage de 38 secondes. Mais une lourde chute dans le groupe des poursuivants perturbe la course. Des coureurs marocains, camerounais, togolais et maliens sont impliqués. À Kilibo, au kilomètre 85, l'ambiance est à la fête. Des foules enthousiastes acclament le passage des coureurs. Sabahi El Houssen du Maroc s'offre le deuxième sprint intermédiaire, talonné par Kouéré Rodrigue du Cameroun et Ouedraogo Sartuné du Burkina Faso. La suite est marquée par une attaque décisive. Blessé mais tenace, Marouk Kamal du Maroc part à l'offensive avec son équipier Sabahi El Houssen. Leur avance atteint près de 2 minutes. L'Afrique du Sud tente de contrôler, mais 2 Camerounais viennent prêter main forte à l'échappée. À 6 km de l'arrivée, le peloton fait la jonction. Dans un sprint massif parfaitement lancé, Sabahi El Houssen coiffe Reinhard Jans van Rensburg sur la ligne et remporte l'étape à Savet en 3h39 minutes. Le Sud-Africain lui sauve l'essentiel. Il conserve le maillot jaune. Mais on a géré la course comme il faut, mais on n'a pas de chance aujourd'hui. Mais la chance est là
le champion Sabahi Hussein, il a sauvé l'honneur du Maroc. Côté béninois, la performance est encourageante. Ricardo Sodiadé et Saïzoni Glorad terminent dans le top 14. Vincent Ezer de la team Baobab World Cola du Bénin se montre actif sur les sprints intermédiaires, confirmant la progression des coureurs locaux. L'étape d'aujourd'hui, c'est une étape qui est un peu longue. Et cette fois-ci, on a essayé d'être dans toutes les échappées, de placer quelques éléments à chaque échappée qui bougeait. Et essayer de contrôler la course et essayer de gagner les leaders. Et ce qu'on a fait jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous, ce mercredi, place au contre-la-montre individuel sur 25,240 km entre Kobe, Banamé et Zayanando. Merci à Blaise Adankpo pour ce magnifique reportage. Ce sera tout pour aujourd'hui, Alain Soutchoumé. Merci à vous, Général Afouda. Merci à Boka. On se retrouve très prochainement. Très prochainement. La semaine prochaine, ce sera avec Herman Rodrigue Amégan. Voilà, et de mon côté, ce sera avec Fifamé Salomé. Voilà, allez. Merci et bonne suite de journée à vous. Merci. Chers amis téléspectateurs, vous êtes bel et bien, c'est sûr, vous êtes bel et bien sûr. Bonjour, le Bénin. Nous venons donc de faire l'acte 1 de cette grosse messe matinale. Les informations, c'était donc avec Général Afouda Monsi Aboka. Et tout de suite, nous allons ouvrir la page de nos invités. Nous avons parlé en début d'émission de comment est-ce que la diaspora pourrait apporter un plus aux politiques sociales des gouvernants et principalement au Bénin, il y a des Béninois qui s'intéressent quand même au bien-être de leurs compatriotes. J'en reçois un ce matin. Monsieur Adibi, merci de me rejoindre sur le plateau. J'en reçois un justement pour nous parler de ce concept-là. Une fois que l'on voyage, une fois que l'on est de l'autre côté et qu'on est loin de son pays, peu importe les raisons pour lesquelles on est parti, parfois, et très très souvent d'ailleurs, on pense à ceux qui sont restés au pays et dans une certaine mesure, on apporte de l'aide. Alors, Monsieur Adibi, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je rappelle que vous êtes Monsieur Aristide Adibi, vous êtes béninois de la diaspora de France. Exactement. Je suis Aristide Armand Adibi, béninois de la diaspora de France et en même temps président d'association qui est de la diaspora également. Alors, dites-nous, à votre avis, quel rôle pourrait jouer une diaspora aux côtés des décideurs de son pays? Puisqu'on parle de social, bien entendu, il faut déjà dire que reconnaître, puisqu'actuellement on parle de hautement social, et ça relève bien entendu de la mission régalienne de nos dirigeants. Et la diaspora, purement et simplement, pourrait apporter son appui, en fait, à cette politique-là, et sur divers aspects. Ça peut être associatif, ça peut être éducatif, ça peut être entrepreneuriat, ça peut être tout ce qu'on fait aujourd'hui pour tendre vers l'autonomie. Parce que le social, en réalité, c'est l'accompagnement, en fait, à la tendance vers l'autonomie. Voilà. Alors, souvent, quand on parle de l'aide, sinon de l'apport de la diaspora à ceux qui sont restés au pays, on pense au transfert d'argent qu'on fait aux familles, on pense un peu aux dons que l'on envoie. Est-ce que cela se limite à ça ou bien il peut y avoir, disons, une extension vers les pouvoirs publics? Il peut totalement y avoir une extension vers les pouvoirs publics. Il faut déjà dire que sur le territoire, il y a pas mal d'organes et d'organisations civiles qui appuient quand même le développement local. Et de surcroît, tous les Béninois de la diaspora se doivent aussi, puisque ça relève aussi du patriotisme, de penser. Parce que quand on est dans l'esprit du retour au pays, on pense que l'accueil doit être quelque chose quand même de bien plaisant. Donc ceux qui y sont, ils doivent préparer la maison. Et donc dans cet état d'esprit, il est de notre devoir patriotique, en fait, d'accompagner ce qui se fait. Donc aujourd'hui, par exemple, moi je suis président d'association qui s'appelle NOBAM, notre objectif Bénin-Afrique-Monde. Notre objectif Bénin-Afrique-Monde, donc ça s'entend très bien. Et donc il faut aller toucher des secteurs les plus sensibles, tels que l'éducation et consorts. Justement, parlant des secteurs, quels sont les canaux par lesquels une association comme la vôtre ou bien les autres associations de Béninois de diaspora pourraient passer pour aider socialement le pays?
Alors, socialement, vous savez, la création d'entreprises, par exemple, c'est à dessein une démarche sociale, puisque, effectivement, ça tend vers le bien-être de l'individu, ça tend vers également le développement. Et il faut aussi aller chercher des partenariats de l'autre côté. Il faut aussi aller chercher des brassages d'expérience, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies que nous connaissons, il est important que les retours d'expérience que nous avons de l'autre côté de l'outre-mer, qu'on apporte aussi à nos compatriotes, qu'on apporte aussi au pays. Il faut aussi vendre notre pays de l'autre côté de l'outre-mer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui du point de vue culturel, par exemple. Du point de vue culturel et touristique. Et aussi. touristique, Oui. voilà. Donc tout ça, c'est des apports, en fait. Donc maintenant, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain, parce que de loin, on peut imaginer faire des choses, mais en fait, il faut brasser, il faut avoir cette approche sociale réelle sur le terrain. C'est pour ça que d'ailleurs, Nobam, depuis 2016, nous avons été dans tous les départements du Bénin. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de concret qu'il faut le faire sur le terrain. Parlons justement d'aller sur le terrain, parce que parfois, on voit des associations, on voit des membres de diaspora rester dans leur pays de résidence, prendre des contacts par ici, et une fois, peut-être des années après, quand ils descendent, ils voient que les objectifs pour lesquels ils s'échinaient de l'autre côté ne sont pas atteints. Alors vous avez décidé, au contraire, d'être présent sur le terrain, et vous irez à Diawéré le jeudi prochain. C'est prévu, ça sera le 3 plutôt. Le 3, le samedi prochain. L'année dernière, ou en début d'année, 2025, là, on avait déjà fait des activités territoriales. On a créé, par exemple, un collectif d'associations dans les 3 communes de la 6e circonscription pour, en fait, venir en appui, en fait, aux autorités locales. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que nous irons à Diawéré le 3, en fait, toujours en collaboration avec les autorités locales et faire en fait une activité, si on peut dire une pierre, plusieurs coups. Parce qu'on va toucher plusieurs secteurs sociaux. Voilà, exactement. Il y aura donc, par exemple, les écoles, il y aura... et là, c'est le secteur éducatif. Éducatif. Il y aura l'association des étudiants en fait, du plateau. Il y aura l'association des femmes aussi qui sont en coopérative, puisque les femmes aujourd'hui, elles font de manière à tendre vers leur autonomisation. Donc, il faut leur venir en appui également. Il y aura, par exemple, la petite enfance, hein, les centres sensibles de petite enfance. Il y aura aussi les centres de santé, puisque nous ne faisons pas que l'éducation, nous sommes aussi dans le domaine de la santé. Nous sommes aussi dans le domaine de tout ce qui est, on va dire, énergie renouvelable, par exemple. Alors, Nobam, il fait des activités en fonction, bien entendu, des dispositions que nous avons de l'autre côté, mais il faut dire qu'exclusivement, à plus de 70%, nous impactons vraiment le secteur de l'éducation, qui est le socle d'ailleurs du développement. Mais comment est-ce que vous arrivez à définir vos objectifs sur place pour répondre aux besoins spécifiques des populations qui sont restées? Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec plusieurs ONG. Il y a une trentaine d'ONG locales qui sont en partenariat avec Nobam. Et cela permet en fait, une fois que sur place, de ramifier nos activités et de les rendre efficaces, puisqu'on n'est pas en permanence sur le terrain. Mais il y a toujours des besoins qui sont prédéfinis, d'accord, qui sont soumis à Nobam, et c'est par rapport à cela que nous programmons nos activités. Et généralement, nous faisons 3 activités par semestre. Ce qui va être fait à Diawéré, par exemple, le 3, rentre vraiment dans le cadre des activités du premier semestre 2025. Comment est-ce que vous faites pour vous aligner sur les filets sociaux du gouvernement, ou bien carrément vous définissez vos actions à part le cadre général tracé par les autorités politiques? Alors, vous savez, le PAG, c'est quelque chose que nous connaissons très bien. C'est un document public. Exactement. Vous voyez? Et donc, toutes les actions sociales qui se font sur le terrain, nous avons quand même un regard là-dessus. Et nous sommes plutôt dans ce sillage-là. Et vous savez, vous vous positionnez comme un accompagnateur. Exactement. Et ce, depuis 2016, pour vous dire. Aujourd'hui, par exemple, Nobam est en partenariat avec quasiment toutes les universités du Bénin. Nous sommes à plus de 50 000 ouvrages déjà, techniquement, que nous avons mis à disposition. 50 000 ouvrages distribués aux universités du Bénin, bien entendu. D'accord. Voilà. On a touché aussi des écoles, on a touché des lycées et on a touché aussi les centres de petite enfance. On est aujourd'hui en partenariat avec une bonne dizaine d'orphelinats, par exemple. Et très récemment, Nobam a accompagné un orphelinat à Koulé-Kamen pour la construction, en fait, c'est en cours, d'une cantine scolaire. Vous voyez? Donc, c'est plutôt cela. Donc, on est plutôt dans le sillage de ce qui se fait déjà socialement, mais plutôt en appui. Et ce, depuis 2016. Alors, est-ce que vous avez un retour
de vos actions aujourd'hui, puisque de 2016 à aujourd'hui, ça fait quand même un bon bout de temps, si vous devez faire un bilan en matière de retour de ces actions sur le terrain envers les populations? Bien sûr qu'on a des retours. Et c'est d'ailleurs les retours qui nous permettent de densifier nos activités et de cibler des secteurs bien précis. Alors, le secteur de l'éducation, encore une fois. On a fait une expérience, par exemple, il y a 2 ans, dans un village de Boukoumbe, qu'on a renouvelé, mais avec une ramification nationale. En janvier dernier, par exemple, on a fait des dons de kits scolaires pour encourager, en fait, pour faire la promotion de l'excellence. Quand vous parlez de Boukoumbe, nous sommes dans le nord du Bénin. Tout à fait, oui. Donc vos actions ne sont pas uniquement dans le sud. C'est une action, ce sont des actions à envergure nationale. Totalement, à envergure nationale. Et donc, cette expérience-là que nous avons connue à Boukoumbe, par exemple, nous avons totalement ramifié, en fait, dans les 12 départements. Et de manière simultanée, le 15 janvier dernier, par exemple, nous avons distribué des kits aux meilleurs élèves de CME2 pour les encourager aux excellences. Et le retour que nous avons, par exemple, c'est l'état d'esprit des enfants qui, depuis le 15 janvier 2025 de cette année, alors les directeurs nous font un retour concret de dire qu'il y a plus de motivation, il y a plus d'engouement, il y a plus... Enfin, les enfants, ils veulent être les meilleurs. Vraiment les meilleurs. Voilà. Donc déjà, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, ça joue un rôle vraiment prépondérant. Et aujourd'hui, pour préparer l'avenir, il faut vraiment, ces enfants qui sont des pépinières de développement, il faut les encourager. Voilà. Par exemple, ça ce n'est qu'un exemple. Oui. Je peux vous dire aussi du retour de Dango, l'IMSP de Dango. Nous sommes en partenariat également. Alors, l'IMSP de Dango aujourd'hui a totalement aménagé son centre documentaire. Vous voyez, et ça permet aux nouveaux étudiants, effectivement, d'avoir des éléments qu'il faut pour appuyer, en fait, la connaissance et déployer leur excellence. Voilà. Eh bien, accompagner ceux qui sont l'avenir de demain, ceux qui s'échinent à porter dans le flambeau du développement du pays, c'est vraiment noble, votre action. Si vous avez un dernier mot et surtout un mot à l'endroit des autres associations de la diaspora, dans leur diversité, en termes d'accompagnement des populations sur place. Alors, que serait ce message? Le message serait simplement de penser simplement à venir sur le terrain et faire des activités. Ça, il faut être sur le terrain pour le faire. Et ne pas simplement dire qu'on est dans un secteur précis, parce que généralement, le social, ça touche tous les secteurs. L'esprit entrepreneuriat, ça touche le social. Développer des activités commerciales, ça touche le social. Aller chercher des partenariats, ça touche le social. Motiver les amis, les proches du côté de la diaspora à venir découvrir le Bénin, ça touche le social. Et la création de l'emploi, c'est le socle même, en fait, qui est, en fait, à terme, le résultat des activités sociales que font aujourd'hui le gouvernement. Donc, notre rôle principal est déjà d'être dans cet esprit patriotique, accompagner tout ce qui se fait au Bénin. Et le social, c'est vraiment le socle, c'est l'indice, c'est aussi un indice de développement, entre autres. Donc, j'encourage tous les frères de la diaspora à accompagner le gouvernement dans sa dynamique aujourd'hui, puisque tout est perceptible entre les travaux structurels et fonctionnels qui se font. Et derrière ça, il y a aussi le hautement social qui est vraiment... un élément important. Important. Aristide Armand Adibi, je rappelle que vous êtes béninois de la diaspora de France, président de l'association NOBAM. Notre objectif Bénin-Afrique Monde. Voilà. Et ce qui est sûr, le week-end prochain, nos amis de Adiawere vont vous accueillir avec joie. Avec joie. Vous aurez les bras chargés? Mais bien sûr. Il fallait venir ici sur le plateau avec quelques bras chargés. On reviendra plus qu'on cible toujours. On va fournir du matériel spécifique à des centres de santé, d'objets didactiques aux élèves et quelques effets vestimentaires pour appuyer les communautés de femmes et d'entreprises locales qui se font. Et comme ça, il y aura tout le monde qui sera touché et tout le monde qui sera motivé à aller de l'avant. C'est ce qu'il faut. Eh bien, le social aussi, c'est dans l'audiovisuel également. Et donc, la prochaine fois, faites un objectif, pensez à la télévision nationale. On va y passer Allez, c'est juste pour vous, cher monsieur Aristide Armand Adibi. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Rendez-vous pris. Ici, c'est votre maison. Venez quand vous voulez, quand vous avez des informations. Bien entendu, on repassera après cette activité du 3. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous libère. Merci et excellente journée à vous. Mesdames, Messieurs, on poursuit donc cette émission et un invité va céder sa place à un autre. Vous savez, hier, c'était quand même
la journée internationale de l'hygiène et surtout de la santé au travail. Et nous allons en parler quand on parle d'hygiène, quand on parle de sécurité, quand on parle de santé au travail. Eh bien, cela concerne un certain nombre de secteurs, cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Comment est-ce que l'on peut en faire une priorité? Je reçois pour vous une voix autorisée. Madame, venez, merci de vous installer. Voilà. Je vais recevoir donc pour vous Madame Léa Tidji, qui est de l'autre côté, qui officie à la Société de gestion des déchets de la salubrité. Et quand on parle de salubrité, ce n'est pas que les ordures, hein, c'est que même au plan mental aussi, on peut faire la salubrité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Madame Tidji, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes, je rappelle, Léa Tidji, chef cellule hygiène, qualité, sécurité, environnement à la SGDS. Bien sûr. C'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Alors, c'est vrai que la SGDS, c'est rendre notre ville propre, nos maisons propres et tout le reste. Mais quand on parle de l'hygiène, quand on parle de la qualité, de la sécurité dans notre environnement de travail, on parle de quoi? Voilà, merci beaucoup pour la question. Ici, nous sommes en face d'une activité à forte nuisance. Quand nous prenons la SGDS, c'est la pré-collecte des déchets solides, c'est la salubrité, le désensablement de nos voies, et c'est aussi la collecte, la gestion et le traitement des eaux usées des bouts de vidange. Lorsque nous regardons au-delà de ces activités, nous avons l'exposition élevée des agents à certains risques, comme les agents pathogènes, les virus, les parasites et toutes sortes de microbes. Mais aussi, nous avons des risques physiques. Par exemple, un agent précollecteur qui vient dans un ménage doit porter une louchage, une poubelle, pour aller la déverser dans son tricycle. Il est en face d'un risque physique. Puisqu'il fournit des efforts physiques. Voilà, il faut fournir des efforts physiques. Mais quand nous regardons de l'autre côté de l'activité, il y a le curage. C'est des agents qui doivent rentrer dans des caniveaux. C'est des environnements restreints, mais aussi chargés en nuisances. Donc, quand nous regardons tous ces aspects, il est essentiel de pouvoir protéger cet employé et sécuriser sa zone de travail. Protéger l'employé, sécuriser sa zone de travail, lorsqu'on déporte cela dans l'entreprise, au sein d'une entreprise, au-delà des caniveaux, au-delà de ce que la SGDS fait, quand nous rentrons dans le cas général, comment est-ce que le chef d'entreprise devrait pouvoir faire de la santé de ses collaborateurs une priorité en entreprise? Nous avons dans cette filière des procédures, des mécanismes et des actions concrètes qui sont réalisées tout le temps. Lorsque nous prenons par exemple les actions concrètes pour assurer la sécurité et la santé de son employé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que l'entreprise puisse disposer d'un manuel qu'on appelle un plan d'évaluation des risques professionnels. Plan d'évaluation des risques professionnels. Et c'est une étude qui est réalisée par cette entreprise et qui permet d'identifier tous les risques probables auxquels un travailleur peut faire face. Et lorsque ce plan existe maintenant, il faudra mettre en place un plan de suivi pour réduire au maximum ces risques et aussi réduire les arrêts de travail pour l'employé. Parce que lorsqu'on se rappelle du 28 avril qui aide à commémorer la santé et sécurité au travail, c'est parti du fait qu'on a constaté, en 1996, il y a un mouvement syndical qui a pu constater qu'il y avait beaucoup de décès des travailleurs. Il y avait beaucoup de travailleurs accidentés, mais leur prise en charge n'était pas forcément évidente. Donc, il fallait mettre en place une journée pour commémorer d'abord ces travailleurs et travailleuses qui sont morts durant leur travail, et ceux-là qui ont été accidentés, peut-être qui ont perdu un membre, qui sont devenus peut-être invalides, voilà, invalides, qui ont des séquelles à vie. Donc, face à tous ces dégâts, il fallait instaurer cette journée pour les commémorer et en plus pour pouvoir prévenir désormais les accidents de travail et éviter à l'employé
une mort subite et bien d'autres choses. Maintenant, pour cela, il faut des formations continues pour l'employé. Ici, quand je prends le domaine, par exemple, d'une entreprise qui travaille dans l'électricité, je ne peux pas permettre à un électricien d'aller travailler sans qu'il ne soit habilité. Donc, on a des formations continues. L'électricien doit être habilité en électricité. Un soudeur doit être aussi habilité. Quelqu'un qui doit monter sur un poteau, par exemple, doit avoir l'habilitation de travail en hauteur. Et au cours de ces formations continues, ils sont mieux aguerris sur tout ce qu'il faut mettre en œuvre. Les bonnes pratiques, les comportements, les gestes et postures, les moyens de secours, les gestes de premier secours qu'il faut faire sur le terrain pour sauver la vie d'un individu. Et aussi, par exemple, je ne peux pas être agent qui travaille dans une station-service sans savoir utiliser l'extincteur, sans savoir éteindre le feu lorsqu'il y a un départ de feu. Donc, c'est des formations continues qu'il faut au niveau de l'employé pour la guérir face à son travail. Mais Madame Léa Tchédi, est-ce que vous avez l'impression que dans la course au profit, qui est un peu aussi le grand objectif du chef d'entreprise, il pense à toutes ces conditions de ses employés? Pas toujours. Et c'est pour ça qu'il est très essentiel que dans une entreprise, il y ait cette cellule qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement au travail pour permettre... C'est comme un mécanisme tripartite. Il y a le gouvernement qui est là, qui régit le secteur. Il y a l'employé qui a ses droits. Et il y a l'employeur qui a aussi des devoirs envers l'employé et vice-versa. L'employeur aussi a des devoirs envers son employeur. Tout à fait. Donc, lorsque la cellule existe, c'est la cellule qui rappelle chaque fois à l'employeur tout ce qu'il doit mettre à la disposition de son employé pour sécuriser son travail et pour lui permettre de jouir de son travail à travers sa santé également. Alors, quand on parle de santé, on parle de santé physique, mais on parle aussi de santé mentale. Comment est-ce que dans une entreprise, l'on pourrait mettre en place un mécanisme, une structure, des procédures qui font que l'employé dans sa tête n'est pas surchargé? Nous avons notre loi qui demande à ce que, au-delà de 500 employés dans une entreprise, par exemple, que l'entreprise recrute un psychologue. Ah oui? Oui. Mais ça ne se fait pas. Est-ce que dans la pratique, c'est une réalité? Dans la pratique, ce n'est pas encore une réalité dans beaucoup d'entreprises. Mais ce poste est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, le stress simplement peut tuer un employé. Et c'est pour ça qu'il faut ces spécialistes pour accompagner les travailleurs dans leur quotidien. Mais en dehors de ça, nous avons des petites formations que l'employeur peut faire à l'endroit de ses employés. Et il y a des formations sur le stress au travail. Mais au-delà de tout ça, il y a un point capital que beaucoup ne savent pas ou ne pratiquent pas. C'est l'accueil sécurité. Accueil sécurité. Qu'est-ce que vous mettez dans ce concept? Quand je suis une entreprise de travaux, par exemple, et je recrute un nouveau employé, la première des choses que j'ai à faire, c'est de pouvoir l'envoyer vers le spécialiste de l'entreprise qui s'occupe de la santé et sécurité au travail. Et au cours de cet accueil sécurité, on lui notifie tous les risques auxquels il peut faire face à son poste de travail. Et on lui présente les procédures de la maison. Par exemple, en cas d'accident de travail, quelle est la procédure pour signaler l'accident et pour gérer cet accident? Au cours de l'accueil sécurité, on fait savoir au nouveau recrue tous ces paramètres, toutes ces procédures et on l'initie à mieux s'imprégner et des réalités de l'entreprise et de quoi il est venu faire dans l'entreprise. Et ça permet à l'employé de se préparer psychologiquement et de savoir que le poste que je veux occuper, par exemple, je suis un agent de balayage, un agent d'entretien, je sais que je fais face aux risques routiers.
On le voit avec vos collaborateurs sur le terrain, sur les voies. Et dernièrement, la SGDS a donc mis des dispositifs lumineux pour signaler aux automobilistes ou bien aux usagers de la route qu'il y a quand même d'autres compatriotes qui sont en train de travailler. C'est ça. Donc, au cours de l'accueil sécurité, on notifie plein de procédures et plein de risques à l'employé et on le prépare psychologiquement à faire face à son travail. Et ça l'aide à s'épanouir mieux dans le travail. Parce que lorsque je ne suis pas je ne suis pas averti sur les risques que je cours dans ce travail et j'y fais face un jour, c'est un choc psychologique. Et l'employé peut ne pas s'en revenir. Même après sa consolidation, il peut garder les séquelles à vie. Et ce n'est pas bénéfique ni pour lui, ni pour l'entreprise. Voilà, il n'est pas productif. Alors, Madame Tiedi, on va aborder un aspect abordé par le président Patrice Talon il y a quelques jours quand il recevait les jeunes filles qui sont parties pour U17. Et il disait ceci, la vie, ce n'est pas que du travail. Parfois aussi, il faut le plaisir, il faut le loisir, il faut décompresser. Quelle est la place des loisirs, pour ne pas dire des vacances, dans le panier sécurité, environnement au travail? La place des loisirs, des vacances est primordiale dans ce panier. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris et systématiquement, il y a des plannings qui sont établis pour permettre à chaque travailleur de pouvoir jouir de ses congés. Ça commence par là déjà. Ça commence par là. Parce que 1 an de travail, il faut pouvoir se reposer. Il faut pouvoir vider sa tête. Il faut pouvoir aller vers autre chose pour se décharger et se ressourcer et revenir à son travail. C'est d'ailleurs ce que le président disait aux jeunes filles à qui il a offert un moment de vacances, partir pour une semaine, pourquoi pas, tout faire pour ne pas jouer. Ce sont des footballeuses. Et donc, quand on est dans cette période de vacances ou de loisirs, on pourrait aller vers d'autres activités autres que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ça. Ce temps est réservé à autre chose. Je ne touche pas à mon ordinateur. Je ne touche à rien. Mon employé ne doit même pas m'appeler. Ah oui? Oui. Mais pendant les congés, parfois, c'est à ce moment qu'on a besoin encore du personnel. On se dit, bon, c'est vrai, monsieur, madame, on sait que vous êtes en congé, mais compte tenu des urgences et puis de la pression qui apparaît ici, il faut revenir. Après, on va voir comment on vous accorde d'autres jours. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, c'est une mauvaise pratique. Et il faudra décourager ça. Lorsqu'un employé mérite ses congés, il faudra les lui accorder et lui permettre d'en jouir pleinement. Les congés, c'est sans travail. Et vous allez constater que beaucoup d'Européens, de l'autre côté, quand ils prennent leurs congés, ils viennent en Afrique. Ou bien ils voyagent, ils vont ailleurs. C'est pour se départir de tout ce qui est travail. Même il y a des fois, dans certaines entreprises qui se respectent, à partir du vendredi soir, je ne reçois pas de mail. Ah oui? Sinon, même si j'en reçois, je n'ouvre pas avant lundi. Parce que ce temps, même si ce n'est pas un congé c'est un jour de repos. En termes clairs, c'est un jour de repos, c'est un week-end. Je dois me consacrer à ma famille, à moi-même. Donc, il faudra que nos employeurs puissent comprendre la place des congés. Et au-delà de ça, vous savez, il y a certains employés plutôt, qui tentent de vendre ces congés pour se faire... J'allais vous poser la question, parce que la pratique est aujourd'hui de plus en plus qu'on prend ses congés pour aller faire d'autres travaux pour gagner de l'argent. Voilà. Ou bien carrément on se dit, bon, je suis en congé, mais je vais continuer, vous me payez autrement. C'est ça. Qu'est-ce qui amène ça et quelles pourraient en être les conséquences? Ce qui amène ça souvent, moi, personnellement, je pense que c'est une mauvaise planification au niveau de l'employé. Parce que lorsque je suis salarié quelque part, je dois pouvoir avoir un plan de gestion de mon salaire. Mais on se donne tellement de charges qu'on voit que le salaire ne suffit pas. Et s'il faut encore prendre des congés, ce n'est pas évident. Donc, il faut que j'aille faire quelque chose pour pouvoir
pendant ces congés. Pendant ces congés. Cette période, je ne me suis pas reposé, je suis allé travailler ailleurs. Dans mon entreprise, le temps est venu, le délai est venu que je reprenne service. Sur toute l'année, je ne me suis plus reposé. Pas du tout. Conséquence? Conséquence, c'est le stress, c'est des maladies. Parce que lorsque l'employé fait face à des charges de stress et autres, c'est qu'à un moment donné, il va s'écrouler. Il va s'écrouler. Et c'est en ça la couverture sociale n'arrive pas à tout faire. Parce que lorsqu'il n'y a pas la preuve que votre maladie, elle est professionnelle, elle est liée à votre travail, on ne peut pas vous prendre en charge. Et donc, il est important de se ménager et de comprendre la place des congés dans la vie d'un employé. Madame Léa Tchédji, nous parlons de la santé, de la sécurité au travail ce matin avec vous. Vous en êtes une spécialiste. On ne va pas vous laisser partir sans aborder cette épineuse question qui oppose souvent les employeurs et les employés, les entreprises et leur personnel. La question de l'assurance maladie au sein des sociétés. Oui, je vous vois sourire, mais beaucoup de compatriotes sont dans les cas où ils travaillent dans des entreprises où ils n'ont ni la prise en charge de l'entreprise, ils n'ont pas une police d'assurance quand ils tombent malades. La police d'assurance, parfois, quand ils l'ont, ça ne couvre pas les frais à la pharmacie, ce n'est que la consultation et dans une certaine mesure. Alors, comment est-ce qu'il faut résorber ce problème? Et je pense que nous avons une entité institutionnelle qui est en place au Bénin, la CNSS. Nous avons aussi la Direction générale du travail qui s'occupe de ces cas. Normalement, ils font des visites dans des entreprises pour voir quelles sont les procédures, les mécanismes mis en place pour la couverture médicale des employés. Et il faut que cette surveillance soit accrue. Une vraie réalité. Une vraie réalité. Voilà. Il faut que la CNSS fasse des surveillances régulières pour pouvoir rappeler à l'ordre les employeurs qui manquent de mettre à la disposition de leurs travailleurs l'assurance, la police d'assurance maladie. C'est essentiel parce que je travaille, je peux tomber malade, je peux avoir n'importe quoi, je peux faire un accident de travail. Mais s'il n'y a pas ça pour me venir en aide, les moyens financiers ne manquent pas à un moment. Et même à ces moments, c'est ta vie qui est en jeu. Donc, il faut la sauver. Et tout employé doit avoir le réflexe de sauver la vie de son employé. Et c'est ça qui permet aussi l'avancement de ses activités, de son entreprise. Et oui, la sécurité, la santé au travail, l'environnement de travail, nous en parlons ce matin. Quand on rentre dans une entreprise, Madame Tchédji, pour un néophyte, pour quelqu'un qui n'est pas averti, quels sont les éléments physiques quand on fait son entrée dans une société, dans une entreprise? Est-ce qu'il existe des éléments physiques qui montrent que la direction de cette entreprise, l'organe qui dirige cette maison, pense à la santé de ses employés dans cet environnement-là? Des signes palpables. Des signes palpables. Vous rentrez dans des sociétés, par exemple, il n'y a pas d'inspecteur. Des signes palpables. Quand il y a un incendie, par exemple. Oui, par exemple, vous pouvez voir affichés à des endroits les plans d'urgence, les plans d'évacuation. Les plans d'évacuation d'urgence. Et en cas d'incendie, de départ de feu, en cas de n'importe quel dégât, les premiers gestes. Il y a des affiches qui signalent ça. Ah oui, parfois on rentre dans des entreprises, on voit tout un circuit dessiné, partir d'ici, aller de l'autre côté, faites ceci, faites cela. C'est important de l'avoir. C'est important de l'avoir. Et lorsque vous devez construire votre bâtiment, c'est les aspects sur lesquels l'EIS ne pardonne pas. L'étude d'impact environnemental et social, et qui est validée au niveau de l'Agence béninoise pour l'environnement. L'EIS doit comporter tous ces éléments pour permettre au commissaire de valider votre dossier. Donc, les plans d'évacuation sont capitaux dans une entreprise et on doit l'afficher au lieu accessible. Les extincteurs, selon leur type, doivent être aussi positionnés à des endroits donnés dans votre bâtiment. Et au-delà de ça, vous avez
aussi souvent, par exemple, quand on prend une base logistique, il y a des bouches à eau qu'on doit pouvoir installer à des endroits stratégiques en cas de départ de feu. Lorsque vous avez une station-service, vous avez des panneaux de signalisation qui indiquent quel geste avoir, quel geste ne pas. Souvent, au niveau de nos stations, maintenant, vous allez voir, ils mettent le signe de portable barré. Oui. C'est pour dire, lorsque je te donne ton carburant, je te sers ton carburant, tu n'as pas décroché ton portable. D'accord. Ce n'est pas bien. Et donc, voilà quelques mécanismes qu'on met en place pour pouvoir assurer un environnement sécurisé pour le travailleur et pour les usagers. Très important. Très important. D'accord. Je sais qu'à la GDSD, c'est inscrit en lettres d'or. Vos employés, vos collaborateurs que nous voyons d'ailleurs sur le terrain, ils doivent se munir de casques, ils doivent avoir leur habit reconnaissable et tout le reste. Eh bien, on vous encourage, hein. On vous félicite également pour le travail. Merci beaucoup, monsieur. Si vous avez un mot à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, en tant qu'employés ou employeurs, comment est-ce qu'ils peuvent collaborer pour la mise en place d'un environnement sécurisé à tout point de vue? Je vais inviter chaque chef d'entreprise à la prévention des risques professionnels à son environnement de travail. Tout employeur doit penser à son travailleur et à la productivité de ses employés et pouvoir mettre en place des mécanismes suivis d'actions concrètes pour sécuriser non seulement l'environnement de travail, mais son employé. Et ça permet d'assurer à la famille de tout travailleur les conditions nécessaires pour pouvoir vivre à l'aise. Moi, j'invite chaque chef d'entreprise à prendre à cœur la vie de leurs travailleurs et de pouvoir leur donner le nécessaire. Pas d'économie, ce qui revient aux travailleurs. S'il vous plaît, mettez cela à sa disposition. D'accord. Eh bien, le profit, oui, mais la santé et la vie des employés importent absolument, puisque c'est grâce à eux que l'entreprise tient debout. Même si vous en renvoyez aujourd'hui, c'est forcément des humains que vous allez encore prendre. Et si vous êtes dans un éternel renouvellement de personnel, je ne suis pas sûr que l'entreprise puisse être productive. Allez, Madame Léa Tidi, merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. On va se retrouver certainement sur ce plateau un autre jour. Bien sûr. Pour parler encore ou d'autres choses. Bien sûr. Merci et toutes nos salutations à tous vos collègues de la SGDS et principalement à Mme Muriel. Vous lui passerez notre bonjour. D'accord. Allez, on vous dit une agréable journée et à très bientôt. Merci, monsieur. Allez, mesdames, messieurs, voilà, sécurité, santé au travail, on en sait un peu plus désormais. Parfois, on le sait, mais on oublie généralement. Cela nous échappe parfois de nous rappeler qu'il est important de pouvoir donc prendre des mesures, mettre en place des dispositifs qui protègent l'employé, quel que soit le secteur d'activité. Et oui, la sécurité, la qualité, l'hygiène et l'environnement de travail sont des éléments capitaux, des éléments à prendre en compte. Allez, on va enchaîner sur un autre panel de cette émission. On va parler donc du débat. On va faire le débat et mon premier invité est déjà là. Je vais lui demander de prendre part derrière, de l'autre côté, pour nous rejoindre par ici. Et ce matin, on a promis, voilà, je le disais en début d'émission, qu'on allait parler un tout petit peu de cette pratique dans la tradition qui fait que, bon, quand on connaît des cas de fidélité dans le couple, il y a des dispositions à prendre, il y a certainement des choses à faire, mais est-ce que ça rend toujours compte? Est-ce que ça rentre en ligne de compte, je vais dire, de l'objectif principal qui est de sauver le couple? On parlera de ce premier sujet. Et j'ai en face de moi Rouloga Aïdare, voilà. Merci d'avoir répondu à notre appel.
Je vous en prie, c'est un plaisir. Ça fait quand même un bail. Hein? Oui, ça fait vraiment longtemps que nous nous sommes retrouvés ici. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes un gardien de la tradition. La tradition, ça vous dit, et c'est très important pour vous. Alors, dans notre tradition, il y a des pratiques, il y a des choses qui font que dans le couple, en particulier dans la famille en général, chacun doit pouvoir trouver sa place et vivre conformément, sinon en respect des égrégores, comme vous avez l'habitude de le dire, de la tradition. Ah ben, dans le couple, quand l'infidélité survient, quels pourraient être les facteurs de l'infidélité dans le couple? Les facteurs qui créent l'infidélité. Qui créent l'infidélité, de part et d'autre. Il y a trop de facteurs qui peuvent amener à l'infidélité dans le couple, parce que lorsque vous parlez d'infidélité, je pense que vous parlez d'infidélité de l'homme et de l'infidélité de la femme. Mais au niveau de la tradition au Bénin, ici, on ne conçoit pas l'infidélité de l'homme. Il n'y a pas d'infidélité de l'homme au niveau de la tradition chez nous. On parle beaucoup plus de l'infidélité. Quand on parle d'infidélité, on ne pense qu'à la femme. C'est d'abord ça. Bon, maintenant, si nous continuons dans ce sens, qu'est-ce qui pourrait amener une femme à être infidèle? Et là, on ne peut pas tout de suite ici aligner tous les facteurs qui peuvent intervenir, parce qu'il y en a beaucoup. Avant d'en arriver là, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de discrimination à l'égard de la femme quand vous dites que dans la tradition, l'on ne reconnaît pas l'infidélité de l'homme, étant donné que les deux sont quand même égaux devant la loi? Non, quand vous parlez de loi, ce sont les lois que nous avons été amenés à subir. C'est-à-dire que progressivement, compte tenu de ce que nous appelons mondialisation, on veut obliger toute la Terre à réfléchir de la même manière. C'est ça qui nous amène à parler de loi. Sinon, de façon séculaire, depuis des siècles, on a une manière de se comporter, on a une conception des choses, et dans cette conception du couple, du mariage, il n'est pas convenable de parler de l'infidélité de l'homme. Non, mais quand on parle d'infidélité, on pense automatiquement à la femme. C'est avec cette évolution que l'on dit, bon, maintenant il y a des lois, et quand on parle d'infidélité, il faut penser aussi à l'homme. Donc on peut aussi parler de ça. Mais dans la tradition, automatiquement, quand on dit infidélité, on ne pense qu'à la femme. On parle maintenant des facteurs. Qu'est-ce qui pourrait amener à l'infidélité dans le couple? Oui, je le disais tout à l'heure, il y a trop de facteurs qui pourraient amener. Parce que lorsque vous avez votre homme et qui, d'abord, ne vous plaît pas, il arrive souvent qu'une femme est dans une relation, est dans un couple, mais ce n'est pas le genre d'homme qui lui convient, ce n'est pas le genre d'homme qui lui plaît, ce n'est pas le physique là qui lui plaît. Quand c'est déjà comme ça, c'est déjà un mauvais début. Et il y a que aussi, dans le couple, si à un moment donné, l'homme, on n'en parle pas souvent, n'est pas en mesure de satisfaire sexuellement sa femme, c'est des facteurs qui peuvent intervenir, qui peuvent amener à l'infidélité. Il y a aussi le fait que si vous n'arrivez pas à nourrir, vous avez une femme sous toi et que vous ne pouvez pas subvenir à ses besoins, là, ça peut conduire à l'infidélité. Si vous avez une femme que vous maltraitez tout le temps, qui ne vit pas dans la douceur et dans la bonne ambiance d'un ménage, ça peut amener à l'infidélité. Si votre physique ne lui répond pas, si ça ne lui convient pas, ça peut amener. Donc il y a trop de facteurs, on ne peut pas citer tous ces facteurs-là tout de suite ici. D'accord. Je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs que on attendait 2 débatteurs, on vient de recevoir donc le message, pour un souci indépendant de sa volonté, notre deuxième débatteur n'est pas encore là et on espère qu'elle va nous rejoindre sur le plateau. Parlons maintenant, Rounogan Aïnarin, des solutions que la tradition propose à l'infidélité. Au nombre de ces solutions, on parle de la
purification. Pour emprunter le thème, on parle de lavage des pieds. Voilà, il faut laver les pieds. En pays fond, principalement, pour le dire comme ça, la cérémonie les rites de purification interviennent dans des cas spécifiques d'adultère. Alors, c'est quoi ce rite de purification? Quel est son fondement et quelle est son utilité? D'abord, je veux faire remarquer que nous sommes sur une grande chaîne de télévision. Nous sommes sur la chaîne publique. Voilà, donc voyez-vous, il faut faire remarquer que lorsqu'on parle de purification, ou qu'on parle d'expiation, c'est que l'on considère l'infidélité comme étant une grande faute. Ah, d'accord. Alors, mais ce n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés en Afrique, au Bénin, où... Oui. Excusez-moi. Oui, il y a un chat qui se promène sur ce plateau depuis le lundi et ça m'est arrivé aussi. Alors ne vous en faites pas. Donc en fait, ce n'est pas dans toutes les sociétés que l'on parle que l'infidélité de la femme est conçue comme une grande faute et il faut purifier, il faut faire une expiation. Non. Nous avons des ethnies, nous avons des régions de notre pays où l'infidélité de la femme n'est pas perçue comme ça et il n'est pas question de faire une purification ou une expiation. Okay. Il y a des régions du monde où depuis longtemps, ce n'est pas une religion qui leur a apporté ça, il n'y a pas le fait de commencer par décrier une femme pour avoir connu un autre homme. Donc d'abord, il faut qu'on comprenne ça. Les sociétés dans lesquelles c'est inacceptable, c'est de ça que nous voulons parler ici. D'accord. Et c'est un problème de clan. C'est-à-dire que chaque clan a défini des normes. Et quand vous êtes de ce clan-là, quand vous portez ce sang-là, vous êtes obligé de subir la loi de ce clan. C'est pour ça que si dans votre système, dans votre clan, il est établi qu'une femme reconnue comme telle dans un ménage ne doit ne connaître qu'un seul homme et que cet homme que tout le monde lui connaît et qu'elle ne doit jamais en connaître d'autres, si le principe a été établi depuis et que vous êtes dans ce système-là, dès que ça se produit, c'est une grande faute. Et c'est quand ce clan-là a défini aussi qu'on peut racheter la femme, c'est en ce moment-là que c'est possible de le faire. Et là, nous sommes dans une situation de pardon de faute. Oui, c'est-à-dire que, mais si le camp n'a pas prévu ça, donc il n'y a pas de rachat possible à faire. Donc il faut que je précise que ce n'est pas partout que c'est une grande faute, mais dans le système où c'est une faute, il faut comprendre que le système a prévu que l'on puisse pardonner et racheter. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut parler de purification. Alors, ça peut se faire, parce que c'est déjà établi ainsi pour pouvoir racheter. Mais si ce n'est pas établi, on ne peut pas le faire. C'est un système qui est mis en place depuis les anciens et les Grégores veillent à ça. Si ça se produit et que vous ne faites pas la purification, que la femme est maintenue et que vous continuez de tenir des rapports, progressivement, il y a des ennuis de santé, d'autres ennuis professionnels qui commencent par intervenir au niveau de l'homme. Et au fil des mois, au fil des années, vous constatez qu'il y a quelque chose, il y a un déclin qui se présente au niveau de l'homme. Donc voilà pourquoi, et ça peut conduire jusqu'à la mort. Ah oui? Oui, du conjoint. Donc c'est pour ça qu'il faut automatiquement régler ce problème-là. Mais au-delà de la purification, il y a un problème au niveau de la femme elle-même, de sa personnalité et de la perception que la société a d'elle. Parce que lorsqu'il est établi que la femme a été infidèle, qu'elle a couché avec tel homme, et qu'on est amené à lui faire cette cérémonie de purification, et avec quel regard ses enfants, avec quel regard la société va la percevoir à l'avenir. Donc, il y a aussi ce poids que l'on porte et qui n'est pas toujours favorable. Voilà, donc, au-delà de cette cérémonie de purification, il y a ce poids-là que l'on traîne, le poids de la société que l'on traîne. Et ce n'est pas toujours facile. Mais la purification, cette expiation, c'est pour permettre à l'homme et permettre au couple de continuer à bien vivre sans des maladies et sans des répercussions. C'est beaucoup plus pour ça. Alors, on a une arrêt. Au nom de l'amour, au nom de ce lien fort entre les deux conjoints, parfois,
ils décident ensemble peut-être, ou bien l'homme décide de passer ceci sous silence, quand bien même peut-être dans son groupe social ou ethnique, ou clanique, la chose devrait être corrigée. Est-ce que quand on dit que l'amour accepte, surpasse et adopte tout, on ne peut pas comprendre l'attitude d'un tel homme ou bien d'un tel couple? Tel que vous le dites, s'il est dans ce schéma où, dans son clan, on ne fait pas de l'infidélité, la femme ne doit pas être infidèle, et il le sait, et au nom de l'amour, il se tait, c'est qu'il est en train d'être candidat à la mort. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que son état de santé va commencer par décliner progressivement, ses affaires vont commencer par péricliter progressivement, et ce n'est pas une histoire d'une semaine. C'est au bout de 5 ans, 10 ans que vous allez constater que cette personne-là ne tient plus, ou bien n'existe plus. Parce que il n'y a rien à faire, il n'y a pas de j'aime ma femme, je couvre, il n'y a pas de contournement là. Surtout que l'intéressé est informé. Et au nom de je ne sais quoi, il dit, il n'y a pas de problème, on ferme les yeux là-dessus. Non, c'est que l'invisible s'occupe de lui lentement, progressivement, jusqu'à sa fin. Voilà, donc il vaut mieux ne pas adopter telle attitude. Ce n'est pas du tout indiqué. Alors, parlons de la purification en elle-même. Oui. Quand c'est accepté dans le clan, quand c'est accepté dans l'ethnie, quels sont ses bons côtés? Qu'est-ce que la purification ou l'expiation répare? Oui, ce que ça répare, c'est ceci. À un moment donné, et puisque le principe établi, c'est que la femme ne doit pas faire ça, être en contact avec un autre homme, et que cela a été fait, l'invisible commence par ronger l'homme. Maintenant, si on va faire l'expiation, c'est quoi? C'est retourner voir les ancêtres. Il y a des gens qui s'occupent de ça. On retourne voir les ancêtres et on leur explique qu'il y a une faute qui a été commise par telle personne et que cette faute-là, désormais, est réglée par les humains et que désormais, l'invisible ne doit plus en tenir compte. Voilà, donc, c'est le principe, ça. Bon, maintenant, tout ce qui se fait après, ça, c'est pour pouvoir réparer la faute. Mais c'est suivant ce principe-là qu'on informe les ancêtres, qu'on informe les grégores invisibles qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire, qui est interdit, et qui a été fait, et que nous, les humains qui sommes ici, nous avons décidé de comprendre, d'accepter, et que désormais, de l'autre côté, ils doivent aussi accepter qu'il n'y a pas de punition. Et dès que le principe est accepté, qu'on fait l'oracle qui accepte, il n'y a plus... L'avantage, c'est quoi? C'est que ce couple-là n'a plus les revers. L'homme ne doit plus traîner de malaise ou de déchéance ou de déviance. Non, donc, c'est pour sauver le couple. Si l'homme tient à garder sa femme, alors on les aide à rester ensemble sans revers pour que ce couple-là continue de vivre dans la bonne ambiance. C'est surtout ça. D'accord. Honoré Hilaire, mais nous sommes quand même dans une société où il peut y avoir récidive. Si après la purification, les rites d'expiation, il y a récidive d'adultère, qu'est-ce qui va se passer? Il faut reprendre l'expiation? Non, généralement, il n'y a pas récidive parce que non, c'est rare qu'il y ait récidive. Parce que c'est tellement lourd à porter par la femme qu'elle ne va pas recommencer. Pourquoi? Parce que si ça s'est déjà produit une fois, elle peut divorcer et partir. Mais elle ne va pas recommencer parce qu'on prend suffisamment de précautions. Ce n'est pas un jeu d'enfant où on dit, bon, maintenant, comme il y a infidélité, venez rapidement, on gère le problème, on continue. Non. Il y a des étapes, on vous soumet à un certain nombre d'épreuves, à telle enseigne que vous ne serez plus jamais tenté de commettre cet acte-là. Alors, si la femme doit en arriver là, c'est sûr qu'elle doit quitter cet homme-là, parce c'est ce qu'elle a subi pour la précédente fois. Donc, elle ne peut pas avoir envie de répéter
ce passage-là tout le temps. Ce n'est pas agréable à vivre. Donc, elle n'aura aucune envie de répéter ça. Donc, si elle n'en peut plus, elle va partir. C'est très rare qu'il y ait récidive. Maintenant, est-ce que nos traditions ne sont pas appelées à évoluer, à Idarin? Il y a comme, vous l'avez expliqué, ça c'est vrai, mais il y a comme quand même un parfum, je dirais une odeur d'injustice quand on met tout le poids sur la femme, alors que l'homme aussi, dans notre société, c'est connu, lui-même il est infidèle. Est-ce que la tradition ne va pas travailler à regarder de ce côté? Oui, mais au-delà de ça, c'est que la seule image que nous avons, c'est que la femme est mal vue et quand il y a infidélité, on l'accuse. On la pointe du doigt. On la pointe du doigt, il n'y a pas que ça. Moi, je trouve plutôt qu'il y a à travailler, à expliquer à la femme que le fait de rester fidèle lui rend service à ses enfants, et rend service à son mari, et que ça permet d'avoir un couple harmonieux. Pourquoi? Dès que cela soit interdit par le clan ou non, dès que la femme commence pas à entretenir des relations extra-conjugales, elle va constater que son influence sur ses enfants, son influence spirituelle sur sa femme, sur son conjoint, chute. Elle n'a plus la même puissance qu'elle avait. Si elle veut garder ses enfants, et quand elle prie, elle parle, elle dit, tel enfant aura le bonheur, tel enfant aura la paix, il y aura de l'argent dans cette maison, mon mari va trouver du travail, mon mari va se porter bien, il y aura l'ascension professionnelle. Pour que ça marche, parce que c'est la femme qui définit ça dans le foyer. Si vous avez un couple et qu'il y a fidélité, vous êtes sûr que si la femme décide qu'il y ait bonheur, paix, ça marche. Mais dès qu'elle se met dans le rang de l'infidélité, ça ne marche plus. Cette puissance qu'elle a, cette force qu'elle a, ça ne marche plus. Donc, il faut voir et choisir. Au lieu de dire, l'homme est infidèle, moi je dois aussi être fidèle, au nom de je ne sais exactement ce qu'on dit actuellement, on dit évolution, il faut comprendre et faire comprendre à la femme qu'il est de l'intérêt du ménage, qu'elle soit fidèle. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui impose. Ce n'est pas une question d'injustice, ce n'est pas une question d'équité, mais c'est pour l'intérêt du ménage. Mais la réciprocité existe. C'est-à-dire si on accuse la femme, l'homme ne doit... Dans ce que Attendez, je dis, oui. la femme est mise au banc des accusés. Mais l'homme, quand la femme commet l'infidélité, c'est pas... Enfin, à moins d'extraordinaire ou... enfin, que ce soit dans d'autres paramètres, avec d'autres paramètres que je ne veux pas citer par ici, c'est quand même avec un homme qu'elle commet l'adultère. Tout à fait. Par la même occasion, cet homme devient infidèle. Pourquoi est-ce que l'homme n'est pas appelé également à rester droit dans le couple? Pourquoi est-ce qu'on commet cette injustice en ne dotant que la femme? Pourquoi est-ce que l'homme ne devrait pas être responsabilisé également? Bon, en fait... la facilité avec laquelle aujourd'hui on parle d'adultère, cette facilité n'existait pas auparavant. Ah, d'accord. Non, ça, ce n'est pas. Il y a trop de facilité aujourd'hui où on peut flirter avec une femme, on flirte avec une femme, on laisse. Ce n'est pas comme ça. Un homme, quand il rencontre une femme, il lui propose le mariage. C'est comme cela que les hommes sont devenus polygames. Lorsqu'une femme vous plaît, vous courtisez la femme, vous la prenez comme épouse. Alors, quand vous vous comportez comme ça, il est rare de trouver des cas d'infidélité parce que depuis le bas âge, depuis l'enfance, on explique à un homme, à un garçon, un jeune garçon, son éducation, c'est de lui dire « Tu ne dois pas convoiter la femme de ton ami. Une femme qui est sous toi, tu ne dois pas courtiser ça. » Et donc, c'est l'enseignement et l'éducation qu'on donne à un enfant depuis son bas âge. Et quand il grandit, lui-même, quand il trouve la femme d'autrui et qu'il commence par convoiter ça, il sait que c'est une faute. Il sait que lui-même, dans son fond intérieur, que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue, ce n'est pas les principes de mon village, de mon clan. Je ne dois pas courtiser la femme d'autrui. Et même s'il m'arrivait d'avoir une femme libre et que je dois lui causer, c'est dans le but de la prendre comme épouse. Ce n'est pas coucher avec elle et abandonner.
Si on revenait à ces principes-là, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, d'expliquer à un Vous homme... désespérez autant de la société au point de dire que ce n'est plus possible? Non, avec ce que je constate, si on revenait à ces principes, depuis l'enfance, un homme sait que dès qu'on commence par courtiser une femme, c'est dans le but de la prendre comme épouse. Quand une femme vous plaît, c'est que vous voulez la prendre comme épouse et ce n'est pas la femme d'un autre. Je vais faire une petite digression si vous le permettez. Est-ce que tous les hommes sont entre griffes épousables? Est-ce que toutes les femmes sont épousables? Pour que systématiquement, quand vous draguez une femme ou bien quand vous portez vos yeux sur un bel homme, qu'il soit non, porté je parle de l'homme. Je parle de l'homme. Ah, d'accord. Je parle de l'homme et que quand un homme va vers une femme et s'assure que la femme là n'est pas sous toi, n'est pas la femme qui est la femme d'un autre, et que lorsque la femme est libre, il n'est pas question de dire je couche avec elle que je l'abandonne. Alors quand c'est comme ça, on ne parlera pas de ce que vous dites tout à l'heure pour dire que, eh bien, est-ce que l'infidélité de l'homme... Non, la tradition n'a pas fait la promotion de l'infidélité de l'homme, comme on a tendance à le croire. Ce n'est pas une promotion que l'homme est libre, non, pas du tout. L'homme sait, depuis son enfance, par son éducation, qu'on ne s'approche pas d'une femme comme ça, on ne se jette pas sur une femme comme ça. Voilà les conditions pour pouvoir prendre une femme. Dès que la femme vous plaît, que vous devez prendre une femme, voilà comment vous devez procéder. Quand c'est comme ça, et que l'on respecte, et qu'on a reçu une bonne éducation, un homme ne peut pas devenir infidèle, mais un homme peut prendre une autre épouse. Ah, ça c'est dans la tradition. Oui, mais qui n'est pas la norme au regard des lois de la République qui imposent la monogamie. Oui, c'est ça. Voilà encore ce qui constitue... parce qu'en fait, quand on parle de la loi de la République qui impose la monogamie, est-ce que vous vous rendez compte que nous tendons progressivement à ce que cette vision des choses... je ne sais même pas d'où est-ce que ça sort, soit imposé à toute la planète. Mais sur quel principe? Pourquoi et sur quelle base est-on en train de nous imposer tous? De façon tacite, on impose à tout le monde. Et quand il y a une société qui ne réfléchit pas de cette manière, on fait tout pour imposer ça à la société. Pourquoi? Qui nous a dit que les droits humains, la seule manière de les appliquer, c'est d'en venir à la monogamie? Qui a dit ça? C'est où? Moi, je ne sais pas. Alors donc, cette tendance, et nous-mêmes, nous sommes progressifs, nous sommes en train d'accepter ça, comme si c'est... Et tout le monde convient que c'est la norme. Non, ce n'est pas la norme. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer ça à toute la planète. Donc, cette tendance-là, il faut faire attention avec ça, parce que ça cache beaucoup de choses. Justement, moi, je vous dis, observons bien les pays que nous appelons pays développés, où le principe de monogamie existe depuis des siècles. Dites-moi, est-ce que ces sociétés-là, comparées à notre société, sont meilleures? De quel point de vue? Mais les couples dont nous parlons, famille. Oui, c'est-à-dire, est-ce que les familles appelées monogames, c'est-à-dire un homme ne prend qu'une femme et que les deux doivent rester fidèles, c'est la loi qui a dit ça. Mais comment cette loi-là est respectée dans les pays dont nous parlons? Comment ces couples-là se comportent? Est-ce qu'ils restent ensemble du début jusqu'à la fin? Comment les enfants issus de ce couple-là sont éduqués? Et quelle société on est en train d'avoir demain? Alors, quand ce sont des questionnements. Oui, mais lorsque vous avez ça, et que ce modèle-là est décrié, ce modèle-là a tellement d'insuffisance, ce modèle-là nous met sur une mauvaise pente, si bien que ceux-là commencent pas à réfléchir aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, nous allons dire que c'est ça là qui nous convient nécessairement? Qui nous a dit que notre façon de vivre là ne nous permet pas de nous épanouir? Qu'est-ce qui nous permet de dire aujourd'hui que ce modèle que nous voyons là doit être le meilleur? C'est ça la question que doit se poser. Et ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est déplorable aujourd'hui l'état de déliquescence de la société occidentale. Et à telle enseigne que... Et vous pensez que c'est la famille monogamique qui en est peut-être à la base, ou bien l'un des éléments qui... L'un des éléments, parce que c'est un modèle à suivre. Et ceux qui suivent ce modèle-là ne se portent pas mieux. Alors, quand vous voyez un modèle qui le prouve... Vous faites des affirmations ici, vous ne pouvez pas dire qu'ils ne se portent pas mieux, ils sont mieux dans la société. Avec ce que nous voyons là? Bon, en tout cas, on observe. Alors, revenons à notre thème, à Inarin. Bon, quand on parle de la purification, est-ce que les égrégores acceptent toujours, et dans tous les cas, et systématiquement? Est-ce qu'après, tout va pour le mieux dans le couple? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque le clan accepte le principe de purification, d'expiation, et que c'est fait par des gens
dévoués à la chose, consacrés, voilà. Oui, qui savent comment s'y prendre. À la fin, on demande à travers l'oracle à l'égrégore si cette expiation a été acceptée. Et là, déjà, on constate que c'est accepté. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'inconvénients pour ce couple. De façon, sur le plan spirituel, bien sûr, le plan mystique, il n'y a plus d'inconvénients. Seulement qu'il reste notre société qui continue d'imposer... Le regard et puis le vivre ensemble du couple. Oui, c'est-à-dire c'est peut-être ça qui vient. Et puis, il y a une sorte d'embêtement, en quelque sorte, là, qui est caché, qui fait qu'à la première occasion, on est capable de dire, bon, tu as été... Et puis, la femme est un peu frustrée. Le souvenir revient. Il y a comme un ressentiment de la part de l'homme. Oui, oui. Mais comment il va vaincre ce ressentiment? Non, ça, c'est un problème psychologique profond. C'est comme, en dehors de ce que nous sommes en train de dire, hein, une femme qui surprend son homme avec une autre femme et qui est atteinte intérieurement là, c'est difficile de lui enlever ça, c'est pas facile, même si elle dit ça va, c'est compris, tout ça, et psychologiquement ça pose un problème. Au fond d'elle, il y a forcément quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui passe, et puis ça peut, cette cassure là, si on ne prend pas le temps de réparer, ça ne permet plus la même harmonie qui existait au début. Ça peut perturber sérieusement Oui, ça arrive. Donc, c'est un problème psychologique et chacun n'a pas la même personnalité pour pouvoir surmonter un certain nombre de choses. Donc, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des gens qui arrivent à surmonter ça facilement. Nous sommes autrement ou différemment constitués. Oui, différemment. C'est-à-dire que chacun surmonte ces états d'âme-là de différentes manières. Et il faut les comprendre. Donc, c'est des cas par cas. Allez, merci Onoga Inarin. Est-ce que vous avez l'impression qu'on pourrait aujourd'hui, dans la jeune génération, la nouvelle génération, se faire réapproprier ces principes de la tradition qui apportent quand même plus ou moins d'harmonie? Oui, mais c'est le problème, c'est d'abord au niveau de la cellule familiale. Aujourd'hui, et je me plais toujours à répéter ça, on ne fait pas attention aux conditions dans lesquelles un homme se rapproche, un garçon se rapproche d'une fille et que les deux s'entendent pour se mettre ensemble. C'est la base de tout le processus. Et ça n'intéresse personne. Alors, si on règle... Il y a que parfois la jeune fille et le jeune garçon se mettent ensemble sans que même un seul membre de la famille de part et d'autre ne soit au courant. Oui, mais eux-mêmes, ils ne savent même vraiment pas s'ils sont en train de se mettre ensemble. C'est même plus grave. Carrément. Carrément. Donc, quand c'est comme ça, et que vous avez, par exemple, dans les établissements scolaires aujourd'hui, un garçon de 16 ans, 17 ans qui a des relations avec une fille de 14 ans, 13 ans, et qui a un enfant qui en résulte, quelle éducation, quel foyer sont-ils en train de former? Alors, quand... Un enfant ne fait pas un enfant. Voilà. Donc, voilà des sujets sur lesquels on doit réfléchir. Et lorsqu'un homme marie une femme, épouse une femme, les deux doivent s'entendre. Et ça, je vais le répéter ici de façon forte, pour se dire, nous sommes ensemble, nous devons nous sacrifier pour éduquer nos enfants. Et ce sacrifice, ça n'existe plus. Nous avons sorti des lois, nous avons une façon de réfléchir aujourd'hui qui tendent à faire que, à la première alerte, l'homme se débarrasse de la femme, ou bien la femme se débarrasse de l'homme. On ne peut plus souffrir un peu pour les enfants. Il faut souffrir, il faut faire des sacrifices pour rester ensemble. Le vivre ensemble est difficile. Oui, mais... Je vous en prie. Okay. C'est quand c'est devenu inacceptable qu'on se sépare. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut faire le sacrifice au prix de sa vie? Non, pas du tout. Alors donc, ce sacrifice, ça n'existe plus. Parce que quand on dit, quand vous avez le dos au mur, quelqu'un se lève un matin et dit, il a déjà le dos au mur, alors qu'il n'a encore rien subi. Il faut subir. Comment est-ce que l'on peut apprécier en disant qu'il n'a rien subi et qu'il n'a pas encore le dos au mur? En fait, si nous regardons bien et que l'on s'occupe de l'éducation des enfants, l'homme et la femme s'entendent pour éduquer les enfants qu'ils vont mettre au monde, leur donner l'enseignement qu'il faut, nous aurons une société meilleure demain. Et c'est à ce moment-là qu'on explique à la femme comment elle doit être femme. C'est en ce moment-là qu'on explique à l'homme comment il doit se comporter en tant comme dans la société. Et cette base-là, quand elle est bien faite, eh bien, nous aurons une société plus stable.
Mais si on ne règle pas ça, et qu'on est dans le système où nous sommes aujourd'hui, comment voulez-vous que les gens connaissent les valeurs? Une valeur fondamentale, par exemple, qu'un homme doit avoir, c'est qu'on ne doit pas battre sa femme. C'est extrêmement... C'est-à-dire que c'est la chose la plus grave possible qui puisse se produire. Mais aujourd'hui, ça se produit et on est obligé d'aller devant les tribunaux. Non, on n'a pas besoin de tribunal. Quand quelqu'un reçoit une bonne éducation avec les initiations qu'il faut à l'adolescence, il sait que pour lui-même, s'il porte la main sur une femme, c'est un malheur pour lui. Il sait que ça va lui donner des déboires. Il sait que toute sa vie est en l'air s'il se met à battre la femme. Mais dès qu'il a compris le principe, il ne fera pas. Alors, est-ce qu'on a besoin, de loi? La tradition encadre ça? Complètement. La tradition l'enseigne. Oui, l'enseigne. Alors, c'est des choses que nous ne connaissons pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attraper des lois, travailler ailleurs, qu'on s'impose ici. Avec ce que vous parlez de monogamie là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'empêche pas le principe. Et on dit violence faite, on répète ça tous les matins, alors qu'on peut régler ça autrement. Alors donc voilà comment... Est-ce que vous avez fait des propositions pour que cela soit réglé autrement que d'attaquer violence faite? Je vois votre regard, mais nous sommes quand même dans une république, il faut des institutions, on est d'accord. Mais qu'est-ce que les gardiens de la tradition font pour que les principes que l'on devrait enseigner à la jeune fille et aussi, mais beaucoup et surtout aux jeunes garçons, soient vulgarisés? Oui, mais c'est ça que vous voyez des garçons qui parlent mal à leurs aînés aujourd'hui, oui, voilà. qui se comportent comme ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous, gardiens de la tradition, vous faites pour que vos connaissances soient divulguées? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe est sérieux. Je vais vous expliquer tout à l'heure les conditions dans lesquelles un garçon et une fille se mettent ensemble. Oui. On ne peut pas agir là. Plus loin. Aujourd'hui, et si vous observez bien, vous êtes parents, vous êtes à la maison, ou bien vous êtes au boulot, la maman, elle est dans son service, vos enfants sont à l'école. Mais il y a une kyrielle d'associations, d'ONG qui envahissent les collèges et qui donnent une autre éducation à nos enfants aujourd'hui. C'est des ONG financées pour la plupart par l'extérieur. On se demande, quand l'extérieur met de l'argent dans cette centaine, plus de 200 associations qui s'occupent de l'enfance, de la femme, de la jeune fille, et ils prennent d'assaut les établissements scolaires, et l'enseignement, l'éducation, la vision imprimée à vos enfants, ça, ce n'est pas l'éducation de votre terroir qu'on leur donne. Comment voulez-vous alors, à quel moment vous voulez que la tradition fasse passer son message? Si les parents ne sont jamais à la maison, si la maman n'est jamais là, parce qu'il faut qu'elle travaille. J'allais en venir. Comment voulez-vous que ça se passe? Voilà. Et pendant ce temps, il y a d'autres personnes qui ne sont même pas habituées à le faire. Je vous comprends. Mais Honorat Inaré, l'un des motifs ou l'un des arguments brandis par ces structures que vous semblez dénoncer est que parfois il y a la démission des parents, si bien que ces structures sont censées apporter un petit plus aux enfants. Démission dans quel sens? C'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un couple où le père sort à 5h30, la maman aussi sort à 6h de la maison. Pour faire cette émission, par exemple, il faut que moi je quitte la maison à 4h30 ou à 5h. Oui, c'est ce que je dis. Beaucoup de travailleurs sont dans le cas peut-être. Oui, voilà. Donc quand l'homme et la femme sont obligés, entre guillemets, de quitter très tôt, alors que vous avez un enfant de 6 mois, vous avez un enfant d'1 an, comment voulez-vous que votre éducation, votre façon de voir, votre langue, votre coutume, vos habitudes, la manière de rester dans votre société, le respect de l'aîné, le respect de la femme, le respect de l'homme, comment vous voulez inculquer ça à votre enfant si vous-même vous n'êtes jamais là? Alors, il faut qu'on commence par réfléchir autrement. Et il faut que la réflexion aille plus loin. Pour dire, il faut que tout le monde travaille. Quand on le dit comme ça, c'est dangereux. Il faut revoir les choses autrement. Et comment? La femme est maternelle. C'est elle qui éduque d'abord le plus l'enfant avant que le rôle du père n'intervienne. Il faut que les femmes qui accouchent aient le temps de s'occuper des enfants jusqu'à 7 ans au moins. Jusqu'à 7 ans? Jusqu'à 7 ans. En quoi elle va laisser son boulot pour 7 ans? Je ne sais pas. Mais c'est-à-dire qu'il faut le faire de manière... Parce que si on le fait comme ça, la société gagnerait beaucoup. Parce que c'est la base. De 0 à 8 ans, là, si vous-même,
la femme là, reste là, suit son enfant en permanence, donne l'enseignement et l'éducation qu'il faut. C'est-à-dire, vous allez voir, ces enfants-là sont complètement différents des enfants abandonnés. On va mettre ça à la crèche, on va abonner ça à un domestique, et puis c'est eux qui s'en occupent. Et même le samedi, où on doit rester à la maison, on est à un enterrement parce que la société, le dimanche, on est à la messe, et puis il ne reste que l'après-midi. L'enfant ne connaît pas son père, ne connaît pas sa mère, ne sait pas ce qui se passe dans son... Alors que nous avons des valeurs morales fortes qui font d'une société stable. Alors, il faut aujourd'hui, à mon avis, permettre, je ne sais pas comment on va arranger ça, soit la femme travaille à mi-temps lorsqu'elle a un enfant, ou bien très tôt, les femmes vont faire des enfants, très tôt. C'est-à-dire une femme très tôt commence par faire, parce que la femme n'est pas féconde tout le temps. Elle fait des enfants, elle a le temps de s'occuper des enfants, mais une femme à partir de 35 ans peut prendre toutes les responsabilités. Elle peut être un cadre international, et puis dans tout. Et puis, ces enfants en ce moment-là ont déjà 7 ans, 8 ans. Et elle peut évoluer comme elle veut. Et là, vous avez une société plus stable. Mais si le travail, les obligations font que elle ne peut pas s'occuper de l'enfant comme il se doit, nous devons toujours attendre à ça. On va devoir donc réfléchir et apporter des réformes. L'État a décidé, par exemple, que désormais les travailleurs de l'administration publique sortent à 17h ou 17h30. C'est déjà un pas. On pourrait réfléchir dans ce sens-là, voir peut-être pourquoi pas dans l'éducation, faire de 7h à 16h pour que les enfants soient à la maison. On va continuer les réflexions. Ou bien pourquoi que les femmes qui ont des enfants à bas âge, leur fait un statut spécial, le temps, et ce n'est pas qu'on va diminuer leur rémunération, non. Il faut au nom de la préparation futur, de la société future. Il faut donner des avantages, il faut donner des privilèges aux femmes. Eh oui, ce sont des pistes de réflexion. Et parlant justement de famille, on va aborder le deuxième sujet avant de quitter ce plateau. C'est le phénomène des réseaux sociaux. Avant, pour être vu, il faut avoir quelque chose de profond, d'intéressant à partager. Et c'est la télévision qui vous ouvrait ces plateaux et ces portes, comme nous le faisons ce matin. Mais depuis que les smartphones ont fait leur apparition, eh bien, avec tout ce qui est dessus comme caméra et tout, les réseaux sociaux ont fait leur bon. Il y a de très bons côtés, mais aussi on remarque que de plus en plus, la jeune génération utilise les réseaux sociaux, le téléphone, de façon anarchique, où vous voyez des propos qui ne devraient pas sortir, où vous voyez des images que l'on ne devrait jamais montrer, où l'on expose son corps et tout le reste. On parle des dérives des réseaux sociaux. Comment est-ce que l'on va pouvoir canaliser les jeunes, la jeune génération, pour utiliser à bon escient les réseaux sociaux et surtout le téléphone? Là, la situation a dérapé et puis nous sommes à une étape où il est difficile de rattraper. Qu'est-ce qu'il faut encore colmater? Je ne sais pas, parce que l'ascension a été fulgurante. C'est de façon exponentielle qu'en un temps record, c'est-à-dire que les téléphones sont apparus maintenant il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas longtemps, mais je ne sais pas ce que nous aurons dans 10 ans. Ce que vous avez dit, c'est réel. Mais moi, je vois que c'est le principe de la liberté. Lorsque vous êtes dans une société où on dit un être humain est libre, qu'il a des droits, d'accord, il a des devoirs, mais lorsque on donne trop de liberté à un être humain, il a tendance à en abuser. C'est mauvais. Or, nous sommes dans une société où chaque jour, on réclame plus de liberté. On réclame plus. Et on a donné tellement de liberté à l'être humain aujourd'hui qu'il y a des dérives, on ne peut plus rattraper. Le problème d'éducation est là, le problème de liberté est là, parce que c'est son corps. Ça commence par là. On dit aux gens, on dit aux jeunes filles, aux jeunes garçons que c'est leur corps et qu'ils sont libres d'en disposer. Alors quand vous répétez des choses comme ça aux gens, et le garçon comprend qu'il peut dire ce qu'il veut. La fille comprend qu'elle peut dire ce qu'elle veut, comme elle veut. Quand elle veut, à qui elle veut. Alors, ce n'est pas la liberté, ça.
comment expliquer aux gens que ce qu'on appelle liberté, ce n'est pas qu'on est en mesure de faire, libre de faire tout ce qu'on veut. Non, non, non. Pour moi, c'est que d'abord, la liberté doit être très bien encadrée. Et on ne peut pas être libre de dire ce que l'on dit, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres. Alors, il faut qu'il y ait des structures qui existent pour sévir. Mais ça ne peut pas régler le problème. Parce que tant qu'on n'a pas attaqué quelqu'un, il est difficile à la structure de dire « je vais punir ». Quand l'autre n'est pas attaqué, si vous n'attaquez pas votre prochain, si vous ne mentez pas sur son compte, alors là, on ne peut pas... Mais il n'y a pas que ça. Il y a que les mœurs aussi sont en train d'être dégradées. Et en République du Bénin, au niveau de la police républicaine, par exemple, je sais qu'il y a une brigade des mœurs. Non, cette brigade-là ne s'occupe pas de ces affaires-là. Quelle mœurs il y a dégradées? Avec l'état où nous sommes aujourd'hui, il y a plus de mœurs dégradées. Personne n'en tient compte. On ne va pas... Est-ce qu'il y a une structure qui va vous poursuivre demain si aujourd'hui vous montrez votre nudité sur les réseaux sociaux? En temps normal, oui. Oui, mais la police des mœurs existe pour ça. Non, mais ça veut dire que ça ne gêne plus personne. Ça veut dire que chaque jour, on franchit un peu le pas. On m'a dit il n'y a pas longtemps, jusqu'en 1955 ou 60, et ce n'était pas permis aux femmes, même en France, de se promener en tenue de bain. Non, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, si à Cotonou, ici, une femme décide de se promener, ça ne gênerait personne. Voilà là où on en est. C'est comme si depuis que le monde a existé, c'était toujours admis comme ça. Non, non, non. C'est-à-dire que cette façon de voir, ça ne choque plus. La dégradation, là, ne choque plus. Auparavant, telle chose pouvait choquer. On dit non, ça c'est déjà atteinte aux mœurs, aux bonnes mœurs, tu ne dois pas faire comme ça. Non, mais il y a toujours des gens qui sont Aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à l'extrême. On dit non, mais toi, tu n'as jamais vu ça. Oh, avant-hier, j'ai vu ça quelque part. Gary, c'est plus grave que ça. Ça, là, c'est encore rien. Alors, cette phrase-là pousse les gens à continuer. Et puis, on ne peut pas... Au nom de la liberté, vous aviez dit. Oui. Cette liberté, on ne peut pas dire qu'on va commencer par arrêter les gens pour ça. Moi, je ne vois pas comment on peut régler ce problème-là parce que nous avons déjà dit liberté. Et ça, c'est un mauvais mot. Nous avons dit, quand on parle de réseaux sociaux, mais ça vient d'ailleurs. Vous prenez quelqu'un qui est dans son village de Tofo, il vient de naître, il n'a jamais quitté son village, mais il se fait qu'il a un smartphone en main. L'image qu'il a, ce qu'il voit, ça le fait rêver. Ça le projette dans un autre monde. Alors qu'il est dans sa brousse-là, d'un village de Tofo. Il s'occupe de son élevage, voilà, ou bien de son champ, et comme ça. Mais voilà ce qu'il voit entre son environnement et ce qu'il voit tous les jours. Il y a un décalage. Et ça crée des problèmes. Vous avez des gens qui disent, l'immigration dont nous parlons, par exemple, et qu'il y a des gens qui meurent tout le temps. C'est l'un des facteurs, ça. Les gens qui ne respectent plus la tradition, c'est l'un des facteurs, ça. Les gens qui disent, quand il voit ça, lui, il va dire, je veux faire la même chose. Ce suivi-là, qui va le recadrer pour lui dire, non, ton éducation ne te permet pas de faire ça. Tu portes un nom. Tu portes un nom qu'il faut défendre. Tu es issu d'un clan qu'il faut préserver. Non, ça n'existe plus. Les gens n'ont pas de village. Les gens n'ont plus de village. Les gens n'ont plus de village. Est-ce que ce n'est pas abusé de dire que les gens n'ont plus de village? Non, mais quand moi je rencontre des gens, je dis, mais toi, tu es de quel village? Vous êtes dans l'exagération. Non, pas du tout. Vous savez, pas du tout. Parce que vous savez, avant d'être... Je suis enseignant, je suis professeur. Alors, oui, et je pose la question aux élèves tout le temps. Mais il est vrai, je suis à la retraite maintenant, mais toi, tu es de... Vous avez formé des cadres quand même. C'est très clair. Mais ils vont te dire qu'ils ne savent pas. Et je leur demande, va demander à ta maman, elle est de quel village? Va demander à ton papa, il est de quel village? Le nom que les deux s'entendent pour vous faire visiter les villages. Même pas là. Le nom seulement du village. Parce que les gens ne connaissent même pas le nom du village de la mère, le nom du village du père, ils ne savent pas. Le nom que vous portez, ils ne connaissent même pas la signification. Ça, c'est une parenthèse. Pour dire que si on revient ici, la question est bien posée. Moi, je connais mon village. Non, soit dit en passant. Allez. Le problème de dérive, c'est on aurait pu rapidement penser à prendre des tests de loi, mais on ne peut pas régler le problème de cette manière-là. Et la liberté est déjà trop poussée. Est-ce que l'on pourrait
repartir dans les familles, revoir l'éducation à la base, l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux pour atténuer un peu le phénomène dans les années à venir. Voilà, tout à l'heure, nous sommes entendus que les familles ont démissionné. Nous avons Non, on ne s'est pas entendu, on a observé. C'est-à-dire que la phrase est sortie de vous pour dire, écoutez, les familles ont démissionné. Alors, si des familles, ce n'est pas les familles, des familles ont démissionné, comment voulez-vous qu'on essaie de... à un moment donné, on nous avait dit, il faut que l'enfant soit à l'université avant d'avoir un smartphone. Oui. On avait commencé comme ça. Et puis on a dit non, écoutez, c'est dans des familles jusqu'à aujourd'hui, c'est encore... On a dit non, mais difficilement les gens y arrivent, mais c'est encore enfin, en vigueur. Hein. On dit non, écoutez, ramenez ça en troisième. Ils vont faire des recherches sur Internet. Voilà les arguments. Aujourd'hui, c'est au CP, au cours préparatoire, que chaque enfant... Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a une dégradation de la situation. Même pour les mœurs aussi, c'est la dégradation. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance... Vous pensez qu'on lâche trop de l'Est? On lâche quoi? Au nom de... toi aussi, il faut laisser le monde à évoluer. C'est des phrases bizarres comme ça qui nous amènent là où nous sommes. On va vous tasser d'anti-développement par ici. Est-ce que nos ancêtres ne s'étaient pas développés? Ah oui, ça c'est clair. C'était de grands savants. Oui, c'est-à-dire que... Et puis tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne sommes même pas encore arrivés à les atteindre. Alors, comment peut-on dire qu'ils sont très développés? Et c'est dans la discipline que cela se produisait. Maintenant, c'est l'indiscipline totale au nom d'une liberté. Donc, ce n'est pas bon. L'autre dira que c'est un pays de pagaille. Non, ça, moi, je ne dirais pas ça. Allez, Ouroga Inaré, merci d'être passé sur ce plateau. On ne va pas désespérer. On espère que chaque famille va jouer sa partition pour que il faut expliquer aux enfants, je pense, au lieu d'interdire. Est-ce que, au lieu de brandir le bâton de l'interdiction, est-ce qu'il ne faut pas passer au dialogue et à l'explication et faire toucher du doigt aux enfants les risques qu'ils courent dans quelques années en se comportant comme ils se comportent aujourd'hui? Oui, c'est une tentative à faire. Et ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas parce que c'est difficile. Et le portable, vous avez un portable et sur le portable, les sites pornographiques sont ouverts. Il n'y a pas de restriction à cela. Alors, lorsque vous avez une situation de ce genre-là et que vous donnez le portable à un enfant de troisième, par exemple, tu vois, il est déjà grand, et que vous lui dites, bon, voilà le portable, mais tu ne dois utiliser que ceci. Mais ça tente. Oui, mais il y a que, il faut que les parents, enfin, certains le savent, il faut qu'on rappelle ça à d'autres ou qu'on informe d'autres pour leur dire qu'il existe des mécanismes aujourd'hui pour restreindre l'accès à un certain nombre de sites ou d'applications aux enfants lorsqu'ils ont le téléphone en main. Non, mais c'est à votre enfant que vous avez fait cette restriction-là, alors que l'enfant du voisin n'a pas fait la même chose. Ah oui, il y a un problème. Oui, ça ne alors marche. qu'ils sont camarades de quartier. Ils sont camarades de classe. Ils sont dans le même quartier, ils sont dans le même voisinage, et c'est foutu. Et quand vous sortez de la maison, l'autre vient avec son smartphone, les deux sont ensemble, il dit, mais toi, tu n'as pas ça, et puis lui, tu passes son portable. Donc, c'est vite réglé, ça. Même au niveau des télévisions, des postes de télévision aujourd'hui, on peut essayer de restreindre, mettre des codes. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont tellement intelligents, qu'ils sont plus intelligents avec le smartphone que le parent lui-même. Vous mettez le code le matin à 8h, à 9h, il connaît ça. Il connaît ça. C'est rapide, ça. Donc, c'est difficile, quoi. Il faut continuer à réfléchir. Et puis, ce qui pourrait être une solution, on revient encore à l'éducation. À l'éducation. C'est ce qui pourrait être une solution. Ça dépend de ce que chaque parent inculque à son enfant dès le bas âge. C'est pour ça que je dis, si les deux parents s'entendent, parce que quand vous avez un couple dans lequel les deux s'injurient à longueur de journée, il ne faut rien entendre de la descendance. Ce n'est pas possible. Donc, quand ils ne s'entendent pas, ils s'injurient, ils se chamaillent tout le temps, l'enfant regarde et reçoit des chocs. Cet enfant-là est mal éduqué déjà. Donc, quand vous avez un couple où le père et la maman s'entendent, quand vous avez des enfants qui sont votre objectif, et vous devez vous sacrifier pour assurer leur éducation, alors automatiquement, vous commencez par leur inculquer depuis le bas âge. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Quand on a parlé d'éducation sexuelle,
dont nos parents ne parlaient pas aux enfants et qu'on a commencé par dire, écoutez, nous allons leur enseigner ça autrement. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui avec l'éducation. Ça a donné quel résultat? Vous avez vu la catastrophe qui s'est produite? Or, dans l'ancien temps, il y a des mécanismes qui, on dit qu'il n'y a pas d'école. Il y avait des écoles. Lorsque la jeune fille a ses premières règles, elle est automatiquement prise en compte par un collège de femmes. Quand le jeune garçon doit faire les initiations pour entrer dans l'âge adulte, il y a un collège d'hommes qui s'occupe de lui. Avec les codes et les canaux qu'il faut pour passer le message. Pour passer le message. On lui donne l'enseignement qu'il faut progressivement. Et voilà, donc ce sont des écoles, mais qui n'existent plus. Donc si c'est comme ça, la femme sait ce qu'elle doit faire. Quel est le comportement d'un être humain dans notre société. Mais nous n'avons plus ça. Quand on n'a pas ça, quand on n'a pas cette forme d'éducation, de formation, bon, alors nous ne devons pas nous plaindre. Et nous prenons plaisir. On prend plaisir à vivre comme ça. Et on dit, ce n'est rien, ce n'est rien. C'est une chaîne. Le système là, c'est une chaîne. Lorsqu'on ne veut pas subir des contraintes, il faut qu'on soit prêt aussi à subir les déviances. Ce sont les contraintes là dont nous ne voulons pas, qui permettent d'avoir une société un peu rangée. Mais si on dit qu'il n'y a pas de contraintes, non, au nom de la loi, au nom plutôt... On risque de tomber dans l'anarchie. Oui, on risque. Onogan Aïnarem, merci d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, votre vis-à-vis n'a pas pu être là. C'est vrai qu'entre-temps, elle a eu un souci avec son moyen de déplacement. Et voilà, avec les bouchons de Cotonou, de Calavi et tout le reste, ça va être un peu compliqué. Mesdames, Messieurs, elle nous présente nos excuses, elle vous présente ses excuses. Elle aura l'occasion d'être là pour un autre débat. Merci à vous d'avoir accepté faire cet échange avec nous. Ce serait un plaisir de vous retrouver prochainement. Oui, toutes les fois que j'ai l'occasion d'échanger avec vous ou avec d'autres journalistes et de parler à la population, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est toujours partagé. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Ainsi va prendre fin donc le 3e numéro de votre émission Bonjour le Bénin de cette semaine. Demain, on sera dans un nouveau mois. La semaine prochaine, vous allez retrouver Rodrigue Herman Amega. Moi, je serai sur d'autres fronts. Merci à chacun et à tous. Portons la République dans notre cœur, faisons ensemble que dans les familles, il fasse bon vivre, que nous puissions donner la paix, l'amour autour de nous, malgré les crises et l'amorosité qui peuvent caractériser les époques que nous traversons. Quel que soit ce qui se passe, les valeurs morales demeureront toujours. Et chaque famille qui en fait donc le serment verra sa génération prochainement porter les flambeaux toujours de la bonne morale dans notre pays. Allez, loin de vous donner la morale, je vous souhaite une bonne suite des programmes sur la chaîne du service public. Au revoir.